Bonus. Trax. Mariner ? Enseigne Mariner, ouh ! Enseigne Mariner ! Oh non, pas lui. Ah bonjour Mariner, comment ça va sur le SS Cerritos ? Ça fait longtemps qu'on vous avait pas vu sur Deep Space 57. Bonjour, commandeur, ça va bien, merci. Ça tombe bien, vous êtes pile là pendant notre grand rassemblement tamarien, un festival où personne ne comprend rien, mais c'est quand même... Commandeur Guigui, Oui, capitaine Freeman, je vous écoute. vous n'auriez pas vu ma fille l'enseigne Beckett Mariner par hasard ? Non, je suis pas là. Non, je vous préviendrai si jamais c'est le cas. Très bien, merci. Freeman, terminé. Merci, commandeur. Vraiment, j'ai emprunté le yacht du capitaine pour venir ici, mais j'avais bien sûr prévu de le rendre, promis. Non mais c'est bon, allez, je dirai rien, mais en échange, il va falloir me raconter vos derniers exploits en partageant une bouteille de Mirabelle Acamarienne avec moi. Ouais, avec plaisir, commandeur. Number 1 to Enterprise, we might have a problem. Computer and program? Never mind. He's Starfleet and from the future. Let's get our friend home before it alters the timeline. Riker! What are you doing? I feel like I'm trying to stop a toddler from knocking over the furniture. Oh, hell yeah! One time traveler is a security threat. 2 is a disaster. I thought you said they were cool. They are. This is serious. Working. Bonjour à tous les trekkers et trekkies de toutes sortes, je suis le commandeur Guigui et je suis ravi de vous accueillir à bord de la station du Cadran Pop, le podcast sur Star Trek écoutable dans toute la galaxie et sur toutes vos applications de podcast via le flux du coin pop. Aujourd'hui, pour parler de l'épisode crossover Star Trek Strange New Worlds et Lower Decks, je suis avec un équipage d'élite. Il a l'habitude des crossovers podcastiques, c'est notre capitaine au cerveau positronique, le capitaine Manus. Salut Manu. Salut tout le monde. Les crossovers dans les séries télé, ça le connaît, c'est notre expert Romain Nigita. Salut Romain. Bonjour à toutes et à tous. Elle ne connaît pas ou peu Strange New Worlds, mais sans doute c'est la plus grande fan de Star Trek Lower Decks, c'est l'enseigne Léa. Salut Léa. Hello, salut tout le monde. Ça nous fait bien plaisir de t'avoir. Également. Avant de commencer, on a une petite annonce importante à faire, c'est que, vous savez, l'intérêt d'un podcast, c'est de permettre de partager de la culture et des idées avec plusieurs publics différents. C'est même un médium qui est parfaitement adapté au public malvoyant, par exemple. Mais on doit aussi penser aux personnes qui sont sourdes et malentendantes, c'est pourquoi, sur une excellente initiative alors je vais dire Yann, parce que son pseudo, j'arriverai pas à le prononcer correctement, et Tuvaka alias Yasmine, figurez-vous que les podcasts du Cadran Pop seront retranscrits en texte, donc autant que possible, on n'est pas sûr de pouvoir le faire toutes les semaines, mais en tout cas, l'équipe va essayer, parce qu'une équipe, justement, se constitue, et on cherche justement des volontaires. Alors, toutes les explications sur ce projet sont sur notre site internet podcast.lecadranpop.fr. Alors on va parler aujourd'hui de plein de façons différentes de l'épisode surprise crossover qui a été diffusé dimanche au lieu d'être diffusé demain au moment où on enregistre. Comme il y avait la Comic Con et que il y a la grève à Hollywood et que du coup aucun auteur ni acteur, actrice n'ont pu aller à Comic Con faire le show. Meilleure convergence de lutte pour moi. Là c'est a priori cette Comic Con ça avait l'air parfait quoi. Ouais c'est clair, du coup la Comic Con pouvait enfin revenir aux auteurs de BD et ça c'est vraiment bien. Mais du coup la Paramount ils se sont dit comme on n'a rien à proposer, si on faisait en fait diffusé en avance, puisque ça concordait par rapport aux agendas, l'épisode crossover très attendu entre Star Trek Strange New Worlds et Lower Decks, et donc du coup il a été diffusé en avance en public samedi à la Comic Con de San Diego, et du coup la Paramount ils se sont dit mais attendez, on va faire le buzz avec ça, allez hop, on met en avance et ça roule, on annonce ça à l'arrache, et dimanche de la nuit de samedi soir à dimanche matin, pouf, il y a l'épisode qui a popé. Toi Manu, je crois que t'as attendu jusque 2h du matin pour le regarder, c'est ça ? En fait j'ai attendu qu'il soit dispo et puis après j'étais dans une partie d'Iams, du coup j'ai attendu à la fin et j'ai commencé à 1h30, je l'ai maté la nuit. Il était directement sur Paramount Plus à 2h ? Ouais, en fait c'était à 1h. Mais il est apparu, c'est pas tout de suite, en gros c'était une question de cash, il fallait rafraîchir. Mais il est apparu assez vite, je crois qu'à 1h10 il était visible quoi. J'avoue que j'ai attendu quand même, je me suis réveillé à 7h du matin pour le regarder. J'étais pas assez vaillant pour attendre au moins 1h du matin, mais au moins comme ça j'étais un peu frais pour le découvrir. C'est un des rares avantages des plateformes de streaming, c'est-à-dire que là en ce moment on a tout ce qui nous montre les désavantages des plateformes de streaming, donc je vais pas me mettre pour elles, mais dans une programmation télé ça aurait été vachement plus dur d'avancer un épisode et de dire du coup on finit une semaine plus tôt. Oui.
Oui, parce que là, du coup, ils ont avancé non seulement l'épisode là, mais forcément tout ce Mais qui celui d'après aussi, ouais. C'est pas, ils rediffusent le même jeudi. Ce qui fait que cette semaine, on se retrouve avec 2 podcasts à faire, puisqu'il y a 2 épisodes de diffusés, quoi. Donc ça explose complètement notre planning qu'on avait bien préparé depuis de longues semaines. Donc du coup, vous étonnez pas hein, si la diffusion des podcasts aussi sera chamboulée. À partir de l'épisode suivant, ça sera les dimanches et les mardis, par exemple. Et toi, Romain, tu l'as découvert comment cet épisode ? Est-ce que tu l'as regardé dimanche matin ? Est-ce que tu as été surpris aussi de l'annonce ? Ah, j'étais surpris quand j'ai allumé le Discord dimanche matin et que j'ai vu toutes vos discussions. Je fais putain de merde. Et donc du coup je l'ai regardé dimanche matin. C'est le premier truc que j'ai regardé ce matin-là et c'était bien. Ouais. Et du coup t'as pas fait partie de l'histoire. T'étais pas là au début. C'est ça. Oui, parce que c'est vrai que pendant toute la nuit, on se demandait est-ce que ça va être que pour les États-Unis ou est-ce que ça va être pour nous aussi. Alors moi, j'ai commencé bien sûr à harceler le community manager de Paramount Plus France, qui bien sûr devait dormir à ce moment-là, donc ça servait à rien. Il dort souvent. Oui. Mais en tout cas, on s'est posé la question. Donc du coup, j'étais quand même très très content de voir que c'était chez nous aussi. Ça aurait été étonnant que ce soit que pour les États-Unis de toute façon. Mais avant de parler de l'épisode en lui-même, j'aimerais qu'on fasse un petit point sur les crossovers dans la franchise, parce que donc les crossovers, c'est une rencontre entre 2 séries, souvent d'univers différents. Bon, là, il y a plein de séries Star Trek, donc du coup, on peut faire des crossovers entre plusieurs séries d'un même univers, donc celui de Star Trek. Ça a commencé avec l'apparition de McCoy, du Dr McCoy, dans le pilote de la nouvelle génération, Sarek et Spock dans les saisons 3 et 5 de la nouvelle génération, Scotty dans la saison 6 de la nouvelle génération, Bashir aussi dans la saison 6 de la nouvelle génération, ainsi que Quark de Deep Space Nine dans la saison 7 de la nouvelle génération, Picard dans le pilote de Deep Space Nine, Riker dans la saison 3 de Deep Space Nine, Quark dans le pilote de Voyager, Riker dans la saison 2 de Voyager. Les épisodes des 30 ans... partout de toute façon. Oui, Riker il est partout. Les épisodes spéciaux des 30 ans de Deep Space Nine et Voyager qui sont vraiment des épisodes vraiment géniaux, parce que dans Deep Space Nine, donc on a l'équipage de Sisko qui voyage dans le temps à l'époque d'un épisode de Kirk de la série classique, et avec des effets spéciaux un peu à la Forrest Gump où ils étaient incrustés dans des rushs d'un fameux épisode. Du coup ils étaient incrustés, c'était un peu de la triche, mais ça marchait super bien. C'était trop bien franchement. Et dans Voyager, avec une espèce de rêve flashback, on se retrouvait avec Tuvok sur l'Excelsior à l'époque de Star Trek 6, donc sous le commandement du capitaine Sulu. Donc c'était vraiment 2 épisodes pour les 30 ans de Star Trek à l'époque qui étaient vraiment super, au milieu des années 90. Mais on a eu aussi la conseillère Donna Troy et Barclay dans toute la saison 7 de Voyager. Enfin, pas tous les épisodes, mais quand même pas mal. Il y a aussi Riker et Dana Troy dans le final d'Enterprise, qui est un final un peu polémique que moi j'adore. Je sais qu'il y a plein de gens qui sont pas du tout d'accord avec moi. Et puis Seven et Tuvok, quelque part dans la saison 3 de Picard, tout comme Worf, qui a rejoint Deep Space Nine à partir de la saison 4. Et puis bien sûr le film Star Trek Génération, où on voit la rencontre entre Picard et Kirk. Et il y a aussi Lower Decks, qui a eu en son sein donc Tom Paris, donc Riker, bien sûr encore lui, et surtout Deep Space Nine, avec Kira et Quark, et surtout ils vont sur Deep Space Nine. Et Dana Troy aussi, ils ont eu... Ils ont aussi Dana Troy, exactement, t'as raison, Ouais. je l'avais complètement oublié. Et moi je me pose la question, est-ce que dans Star Trek... Alors déjà, est-ce que j'en ai oublié, Romain, à ton avis ? Écoute, moi il y en a quelques-uns que j'ai notés dont tu n'as pas parlé, mais il y a un petit peu polémique entre nous. Moi je pense à la saison 2 Discovery, qui pour moi est un crossover gigantesque évidemment avec la série originale, ou plutôt avec le premier pilote The Cage, parce qu'on a l'Enterprise de Pike avec Spock Number 1, et ce qui en plus nous donne un backdoor pilote pour Strange World. Donc tout ça est un petit peu compliqué, mais quand même, moi je vois un peu ça comme un crossover. On a l'apparition de Janeway dans Nemesis. On a Janeway dans Prodigy aussi. Janeway dans Prodigy, est-ce que c'est pas du crossover également ? On a alors là c'est un petit peu plus subtil, on a le colonel Worf dans Star Trek 6, qui est le grand-père de Worf. On a Q qui apparaît dans d'autres séries, dans Deep Space Nine et Voyager, puis évidemment dans Picard. Et puis... La mère de Diana aussi, elle voyage entre les séries. Tout à fait, ouais. Elle est souvent dans Deep Space Nine, oui. Et puis, j'ai trouvé ce qui, a priori, même si c'est un peu tordu, serait le seul crossover de Star Trek avec une autre série non Star Trek. Est-ce que vous voyez de quoi je parle ? Il y en a en comics, c'est Doctor Who, mais... Non, alors c'est pas en comics, c'est en télé, mais c'est un petit peu tordu quand même. Attends, il n'y a pas eu un moment... une sitcom des années 80 qui a un personnage qui va sur... non ? Non, il y a un crossover entre Enterprise et la série Roswell. Ah ouais ? Parce qu'en fait, dans un épisode de la saison 3 de Roswell, l'un des personnages de Roswell va passer un casting
pour jouer dans l'Enterprise. Et il passe le casting avec un... C'est drôle. Attends, mais il passe le casting avec un des vrais acteurs, avec l'acteur qui joue le Dr. Flox, sous la direction de Jonathan Frakes, parce qu'en fait Frakes était l'un des principaux réalisateurs de Roswell. Et c'est aussi un producteur exécutif, si je me Ouais, souviens. Alors, tout à fait. c'est pas un crossover du coup, parce que. C'est pour ça que j'ai dit que c'était tordu. Ah oui, C'est très tordu. c'est pas dans l'univers, quoi. Ça référence, en fait. Mais avec quand Parce même que les vrais c'est- acteurs, c'est ça qui est drôle. Ouais, mais. Mais sinon, dans ce cas, si tu Ça continues, si tu pars là-dessus, comme t'as le prince de Bel-Air, il a rencontré William Shatner, on peut aussi le dire ça, tu vois. Au Big Bang Theory. Big Bang Theory aussi, oui, encore plus. Mais justement, moi, sur la notion de crossover, je suis pas vraiment sûr que tout ce que je viens de citer, ce soit des vrais crossovers. Parce que pour moi, quand il y a un seul personnage qui pop, bah, c'est un personnage qui fait une apparition, c'est pas un vrai crossover. Bon, si c'est un crossover. Ouais, voilà, moi je suis assez d'accord, plutôt non. Vous pensez que c'est des crossovers? Non, pour moi, les crossovers, c'est plutôt quand. Je suis d'accord avec Guigui, c'est plutôt genre quand il y a le cast en entier, où vraiment ça va rassembler les univers, mais d'un coup, on se rend compte qu'ils sont Exactement. tous ensemble et pas juste il y a une personne d'un équipage qui va arriver dans l'autre équipage. Enfin, je sais pas comment dire, mais non, pour moi, c'est quand il y a une vraie fusion des deux. Et là, je pense que pour le coup, dans l'épisode de Strange New Worlds, alors je connais pas trop le reste, et là, je trouvais que c'était un vrai crossover dans le sens où ça se ressentait que c'était un épisode de Lower Decks dans Strange New Worlds. Ouais, je Et suis tout à c'est fait plutôt d'accord des avec trucs toi. comme Et ça que j'appellerais un crossover, moi. jusqu'à maintenant, pour moi, il y avait que le crossover entre Lower Decks et Deep Space Nine qui ressemblait vraiment à un crossover parce que il y a il y a des lieux qui se rencontrent, comme tu dis, Léa, il y a des univers qui se rencontrent. Il y a plus de un personnage qui s'est transfuge d'une série à l'autre. Pour moi, c'est ça, quoi. Et là, Lower Decks, ça va encore plus loin parce que là, on a les lieux, on a au moins 5 personnages de Lower Decks qui apparaissent, et puis il y en a 2 qui interagissent avec les personnages, tous les autres personnages d'une autre série. Donc, et d'ailleurs, justement, entre les Bon, en voyages fait, dans le temps... il y a un truc qui peut répondre assez facilement à la problématique. C'est que, en fait, si les séries elles existent pas en même temps, c'est du caméo et pas du crossover. Voilà. Après, t'as carrément, enfin pour moi, le vrai crossover à fond, c'est quand t'as l'histoire qui commence dans un épisode d'une série et Ouais, qui se poursuit ouais. dans un autre épisode, mais de l'autre série, comme ce qu'ils font avec les Law and Order et les trucs comme ça, ouais. C'est pour ça que ça nécessite que les deux soient en même temps. Mais du coup, là, on n'est pas encore, je pense, sur le 100%. Toi, ça aurait commencé dans un épisode de Lower Decks en tant que tel, et ça serait poursuivi dans un épisode de Strange New Worlds en tant que tel. Cependant, ça commence avec le style de Lower Decks, ça finit avec Ouais, le style c'est de vrai. Lower Decks. Et du C'est coup, vrai. Ouais. Mais tu vois, par exemple, ce qu'ils ont fait entre Joséphine Ange Gardien et Camping Paradis, ils ont vraiment fait 2 épisodes. Non, mais je pensais à un bon exemple parce que du coup, il y avait un problème légal. C'est Buffy Angel. À un moment, ils ont séparé de chaîne. Je sais pas Complètement, si c'était CW versus Fox ou UPN, je sais plus. UPN. Et du coup, on avait des crossovers quand même. Mais il y avait des personnages limités parce que contractuellement, c'était compliqué. Mais on avait des intrigues qui se croisaient avec Willow qui venait chez Angel. Ouais, ça va l'air revenait avec super des compliqué informations, d'ailleurs, des trucs comme ça. ce crossover-là. Il fallait regarder certains épisodes, après il fallait regarder... Ah oui, il y avait vraiment un ordre de diffusion à respecter. Ouais. Ah ouais, c'était fou. Et la diffusion en France avec Angel sur 2 chaînes TF1 avec différentes, 2 ouais. ans de retard et Buffy sur M6, laisse tomber, c'était injouable. Et c'est pareil, par exemple, Picard sur Deep Space Nine dans le pilote, pour moi ça compte pas parce que c'est un lancement de série. C'est comme les experts, à chaque fois, sinon si tu le considères que les experts, chaque pilote de série a un crossover, alors que non, c'est juste que... Ils ont fait des crossovers par la suite, ils ont fait ce qu'ils appelaient la Ils ont trilogie. fait des crossovers avec- par la ouais, suite, ouais. mais quand c'est Mais sur les le backdoor pilote, pour pilotes, moi, ouais, c'est non, pas c'est exactement, différent. quoi. Ouais. Du coup, on est d'accord pour dire que finalement, des vrais Il n'y en a pas tant crossovers, que ça. bah il y en a pas vraiment beaucoup, ouais. Et peut-être que celui dont on va parler cette semaine, c'est l'épisode le plus crossover qu'on ait jamais eu en réalité. À part peut-être le film Génération. Et Disco, c'est Non, dans le film Génération, il y a tellement peu... le croisement est tellement faible que, je sais pas, c'est compliqué. Mais là, au moins, on a Boimler et Mariner qui sont sur l'Enterprise de Pike et Spock, et ça fait quand même un petit quelque chose, quoi. Oui. Bon, en tout cas, on va se faire une petite pause déjà. En fait, vous le savez, j'ai interviewé Olivia Luccioni, qui est la voix française de Mariner, et du coup, elle va répondre à quelques-unes de mes questions. Alors, tu nous avais déjà un peu parlé de ton parcours l'an dernier lors de notre événement First Contact, un panel où tu avais été avec tes autres camarades version française de Lower Decks, le podcast 63, hein, pour ceux qui voudraient réécouter ça. Et on avait appris que c'était pas la première fois que tu jouais un personnage d'animation qui était transposé en live action, c'est-à-dire joué par une actrice que l'on voit à l'écran, puisque tu doubles aussi Ahsoka Tano dans Star Wars. Est-ce que ça devient une habitude ? Qu'est-ce que ça te fait en fait ? Bah, c'est plutôt très agréable, hein, on va pas se mentir quand même. La démarrer en animation, c'est sympa parce qu'on peut se permettre plus de choses. Mais c'est vrai que quand on la voit en vrai,
quand le personnage est là et présent, c'est quand même assez agréable. En plus, on découvre la comédienne qui va le jouer, donc c'est plutôt sympa. Et c'est vrai que dans c'était Strange New World, où il y a eu justement cette apparition en live, d'un coup, on la voit. Je sais pas, ça m'a fait tout bizarre. J'ai trouvé ça plutôt sympathique. Est-ce que tu as retrouvé tes marques? Alors, pas vraiment. Bizarrement, pas vraiment, parce que l'avantage de l'animation, c'est que je lui donne vraiment un caractère ultra punchy, on peut se permettre ça. Et en live, je la trouve plus calme que dans l'anime. Donc d'un coup, j'ai commencé à mettre toute la pêche et j'ai fait « Ah bah non, on va se calmer un petit peu en fait, parce qu'elle est un petit peu plus soft. » Bon, peut-être parce qu'il y a aussi des hauts gradés face à elle, elle sait pas trop où elle est, donc c'est peut-être pour ça qu'elle s'est calmée. C'est vrai qu'on avait eu l'effet inverse avec des personnages, enfin des acteurs qui avaient joué leurs personnages dans des séries live-action dans les années 90, qui jouaient la version animée, donc en VO aussi, on les reconnaissait pas vraiment leur voix, donc on pense quand même qu'il y a peut-être une façon différente de le jouer. Oh, c'est pas forcément une façon différente, c'est qu'on est tributaire de l'image de toute façon en doublage. Donc bah, on s'appuie sur l'image et on ne fait que essayer de retranscrire un petit peu ce qu'on voit. Alors du coup, quelles sont les différences selon toi entre les deux styles de jeux d'animation et de live action, surtout que dans Star Wars, donc il y avait une actrice pour la partie animation qui était Ashley Eckstein et une autre pour le live action qui est Rosario Dawson. Alors là, c'est un petit peu particulier, je pense surtout par rapport à cette licence-là. Ça se passe quand même sur bon nombre d'années. Elle a démarré enfant et là, elle finit adulte. Donc forcément, ça peut pas vraiment être la même personne. C'est l'avantage qu'on a en français. C'est que moi, on n'a jamais vu mon visage. Donc dans l'absolu, je peux faire et le live et l'animation. Ah, c'est vrai. Bah oui. Et du coup, pareil, est-ce que tu sens des différences de ton entre Star Wars et Star Trek? Ah oui. Ah, c'est vraiment deux univers, pour moi, complètement différents et complètement opposés. Même si l'essence même reste plus ou moins similaire, ça reste un petit peu le bien et le mal, même si c'est ça dans tout, on est bien d'accord. Mais ça reste deux mondes différents, ça reste des codes différents. On ne peut pas jouer de la même manière, on ne peut pas faire les choses de la même manière. Star Wars, il y a un côté peut-être un petit peu plus sombre, qu'on a un peu moins dans Star Trek. Star Trek, ça a l'air d'être un peu plus réaliste, on va dire, à mon sens, pour moi. Oui, tu vois ce que je veux dire? Si on devait comparer les deux, voilà. Je pense qu'on peut dire ça, oui. Pour moi, c'est ça. Comment s'est passée la transition entre la direction de l'excellent Thierry Vermeuth, qui est le directeur artistique de la série Lower Decks, et le non moins excellent Mark Saiz, qui dirige la série Strange New Worlds? Là aussi, est-ce qu'il y avait des différences de ton entre Lower Decks et Strange New Worlds? Alors oui, et alors pour le coup, ça va même être encore plus particulier, parce que exceptionnellement, par rapport à Strange New World, les moments d'enregistrement, je n'étais pas libre. Donc, c'était pas Mark Saiz qui est venu me diriger, mais c'était Véronique Picciotto. D'accord. Sa non moins talentueuse épouse. Donc, Véronique Picciotto, l'épouse fantastique de Mark Saiz, c'est elle qui m'a dirigée. Et c'est vrai que c'est des façons différentes de faire. L'animation, on se permet un peu plus de choses. Donc, même si Thierry est ultra précis, ultra pointilleux, et c'est ça qui est agréable, justement, d'avoir malgré tout une forme de rigueur dans l'animation. On se dit souvent que l'animation en doublage, on fait un peu n'importe quoi, un peu ce qu'on veut. Pas du tout, justement. C'est, la comédie, c'est ce qu'il y a de plus dur à faire au final. Donc, si c'est pas réglé comme du papier à musique, ça passe pas. Les vannes, elles passent à la trappe, on passe à côté de quelque chose. Donc, il faut vraiment être très pointilleux. L'avantage du live, c'est que comme on a l'image, on n'a pas le choix, on est obligé de respecter ce qui se passe à l'image. Véronique, elle a quand même respecté la série en elle-même parce que ça reste Strange New World, c'est pas la série Lower Deck. Donc, elle nous apporte les codes de Strange New World qu'on n'a pas forcément quand on vient de Lower Deck. Bien sûr. Tu n'avais pas vu la série, par exemple? Non. Strange New World, j'avais pas vu la série. En même temps, ça fait pas longtemps qu'elle est disponible en France. Pour la blague, Mark Saiz m'avait appelé. Il m'avait demandé de passer des essais sur Strange New World. Ah, c'est vrai? Pour jouer qui? Je me souviens plus. Et quand il m'a dit, ouais, il y a une série super sympa, Star Trek qui arrive, j'ai fait, hop, 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 hop. Demande quand même, parce que je pense que ça va pas être possible. J'en ai déjà deux. Ouais, en plus, c'est deux personnages principaux à chaque fois. Mais voilà, donc on va pas pouvoir cumuler quand même si j'aimerais tout faire. Mais je peux pas non plus tout faire. Ouais, donc ça, on en reparlera justement quand on fera notre podcast sur Star Trek Discovery, oui. Donc l'année prochaine. Alors du coup, en attendant, est-ce que tu es prête pour la saison 4 de Star Trek Lower Decks? Ah bah ouais, moi je l'attends, avec impatience. J'aimerais bien savoir ce qui va se passer pour Mariner quand même. On attend, et Boimler, qu'est-ce qui va se passer? Alors voilà, on est de retour et justement, c'est le moment de vous demander, sans spoiler, qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode 7? Il était trop bien. Alors, je connais pas Strange New Worlds, mais je pense que j'accrocherai pas trop à la série parce que j'ai vu les précédemment. Et ça a l'air un peu chiant, je trouve. Enfin, dans le sens où ça, on dirait vraiment... le côté soap. Ouais, voilà, c'est vraiment le soap à la... presque les feux de l'amour. Enfin, on aurait vraiment dit les feux de l'amour, mais
version Star Trek. Et ça, moi, ça me branche pas du tout. Par contre, celui-ci, j'ai trouvé, il était vraiment chouette. On ressentait vraiment la vibe Lower Decks avec les personnages qui font un peu n'importe quoi. Enfin, sans le faire exprès, ils apportent vraiment le chaos dans cet équipage. Non, moi, je l'ai trouvé vraiment chouette. J'ai adoré les costumes, les acteurs. Le vaisseau, il est sublime. L'Enterprise, je le trouve vraiment magnifique. J'étais trop contente dès qu'on regardait l'épisode avec mon copain. Je lui disais oh, mais regarde le vaisseau, il est trop joli, ça brille. Bref, le vaisseau est trop beau. Le générique animé, c'était incroyable. J'imagine qu'il était un peu changé par rapport au générique de d'habitude. Ah bah bien sûr, oui. Avec la bestiole qui mange le vaisseau, Ouais, etc. ouais, Mais ça fait vraiment en animé, il était trop joli. Et puis voilà, non, j'ai quand même passé un super moment. Donc sans spoiler, juste. C'était très cool. Même les personnages qui sont de Strange New World, ils avaient l'air de bien matcher avec l'énergie des Lower Deckers et c'était vraiment chouette. Alors ça, justement, c'est un truc que j'ai oublié de préciser, mais l'origine donc de ce crossover découle aussi beaucoup de l'amitié qui est née entre Ethan Peck et Jack Quaid, par exemple, mais pas que eux, hein, il y a aussi, comment elle s'appelle déjà, Uhura ? Celia Rose Gooding. Entre Tawny Newson et Celia... Rose Gooding. J'ai oublié. Rose Gooding, merci. Et donc, ouais, en fait, les acteurs s'étaient déjà rencontrés lors de conventions, déjà il y a à peu près 2 ans, et ils avaient vachement matché. Donc là, ça se voit. De toute façon, si vous allez sur Twitter, vous voyez des photos d'eux en train de boire des coups, de faire un peu la teuf. Enfin, ça se voit qu'il y a déjà une vraie amitié, qu'il y a une vraie alchimie entre tout ce casting-là, entre Lower Decks et Strange New World, et surtout que Tony Newsom, c'est pas dur, New et Som, Newsom. Tony Newsom. Et c'est Tony, mais bon. Alors, Tony Newsom, je vais y arriver. Entre l'interprète de Mariner qui est super fan de Star Trek sur le bout des ongles et qui d'ailleurs va devenir scénariste pour la série Starfleet Academy, tellement elle connaît bien la franchise. C'est vrai ? Fan. Ah oui, tu savais pas ? Waouh, pas du tout. Ah, donc là, du coup, il y a vraiment, tu vois, une vraie émulation, une vraie famille un peu qui est en train de se faire derrière la caméra comme devant. Et voilà, c'est ça qui aussi a amené le crossover. Il y a peut-être aussi leur numéro 1 qui sont mariés, mais... Ah oui, aussi, oui. Jerry O'Connell et Rebecca Romijn. Voilà, c'est ça, qui sont tous les deux numéro 1. Ça, c'est quand même vraiment très fun comme anecdote, quoi. Enfin, bref. Je sais pas si vous vous souvenez, mais à la promo de Strange New World, il y avait Jerry O'Connell qui repartageait une photo de son père qui était devant les affiches de Strange New World en disant c'est ma belle-fille qui est numéro 1. Et lui, il était en mode moi je suis déjà numéro 1 sur une série Star Trek en fait. Ouais, c'est vrai que c'est marrant ça. En tout cas, voilà, la prophétie que j'avais eue déjà il y a 2 ans en faisant un petit dessin sur Twitter s'est enfin réalisée et ça me fait du coup vraiment bien plaisir. Et toi, du coup, Manu, qu'est-ce que t'en as pensé de cet épisode sans spoiler ? Alors, en avant-propos, je voulais dire, je tenais à dire que le Previously n'est pas du tout représentatif. Parce qu'il est tout pourri, Previously, il se concentre sur la relation de Spock et Chapel, oui. Parce qu'on en a besoin dans l'épisode. Mais à part ça, il est pas très intéressant, quoi. Par contre, l'épisode... Donc il fait pas honneur à la série, tu veux dire ? Il fait pas honneur à la série, en vrai, non. Ok. Elle est moins soap que ça. Elle est moins soap que Discovery, je pense. Ou un meilleur soap, en tout cas. Mais j'ai adoré l'épisode, je le trouve parfait pour moi, c'est le meilleur Strange New World jusqu'ici. J'avais peur de perdre le côté que j'aimais de Lower Decks en arrivant dans Strange New World. J'avais peur qu'il y ait une acclimatation des Lower Decks à l'Enterprise de Pike. Et en fait, c'est plutôt le contraire, c'est plutôt le cast de Strange New World qui s'adapte, enfin qui s'acclimate au personnage de Lower Decks, et ça marche, ça reste pas incohérent avec le reste, ça fonctionne. Ça marche aussi en tant qu'épisode que tu vas voir juste pour le crossover comme toi du coup, puisque les personnages, enfin même Spock qui se comporte pas comme ça dans les autres épisodes, même s'il sort avec Chapel quoi, même si c'est récent. Là c'est vraiment exagéré quoi, il y a vraiment un côté humour qui est poussé. Et à côté, déjà je trouve que les 2 acteurs je les connaissais en live, de toute façon Jack Quaid on commence à bien le connaître, et Tony Newsom je la connaissais de Space Force, et ouais je trouve qu'il s'intègre bien, que l'histoire elle fonctionne, elle est prenante, qu'il y a des bonnes remarques, des bons... que ça fonctionne bien avec l'équipage quoi. J'ai beaucoup aimé beaucoup de moments d'humour entre Boimler et Pike par exemple, et ouais moi j'ai vraiment rien à redire pour l'instant en fait. Je l'ai vu 2 fois et j'en suis toujours très content. Ok, et toi Romain ?
Moi j'ai trouvé que c'était un très bon épisode de Lower Decks, mais juste un bon épisode de Strange New World. Je pense que comme l'a très bien dit Manu, finalement la série, donc Strange New World, s'est mis au diapason de l'humour de Lower Decks et pas l'inverse. Et du coup ça se ressent, et voilà, j'ai vraiment beaucoup plus l'impression d'être dans un épisode de Lower Decks que de Strange New World. Un peu, pour reprendre ce dont tu parlais tout à l'heure, Guigui, un peu comme le dernier épisode d'Enterprise, qui était plus un épisode de Next Gen qu'un épisode d'Enterprise. Au final. Donc, du coup, j'ai passé un très bon moment. Je suis d'accord, les acteurs en live qu'on connaissait sur d'autres séries sont également très bons. Mais à la limite, je m'attendais peut-être à un truc encore plus foufou que ça. Je m'attendais à quelque chose de plus délirant et finalement non. Je m'attendais peut-être, je sais pas si c'est spoiler de le dire dès maintenant, mais je m'attendais à voir plus de personnages de Lower Decks en acteurs réels et finalement on en a assez peu. Donc là aussi, petite déception malgré tout. Mais là où je trouve que c'est vraiment très bien joué, c'est ce que ça dit sur nous en tant que téléspectateurs, le côté fan, qu'on a déjà beaucoup, qui a déjà été très exploré dans Lower Decks, mais là qu'on retrouve à nouveau, y compris chez les personnages de Strange World eux-mêmes, et c'est ce qu'on trouvait déjà un petit peu dans le crossover entre Deep Space Nine et la série originale. Voilà, c'est les personnages de Deep Space Nine qui regardent les personnages de la série originale comme nous on les regarde en tant que spectateurs si on rencontrait vraiment Kirk ou Spock, on les regarde en tant que fans, on connaît toutes leurs aventures. Donc là je trouve qu'à nouveau c'était assez bien rendu dans ce crossover-là. Ouais, je suis assez d'accord avec tout ça. Et alors moi, par contre, j'ai trouvé qu'il y avait un parfait équilibre entre Strange New Worlds et Lower Decks, même si, pour le meilleur, je suis d'accord avec vous, Lower Decks imprègne beaucoup, déteint beaucoup sur Strange New Worlds. Et ça, je trouve que c'est ça qui fait une vraie qualité. Cet équilibre fait peut-être que Strange New Worlds a son meilleur épisode, finalement, parce qu'il y a beaucoup une écriture peut-être un peu plus au cordeau finalement, et puis surtout un humour qui fonctionne plus, parce que l'humour dans Strange New Worlds, des fois ça marche, des fois ça marche pas, et là ça marche très bien, mais parce que comme vous le dites, on est vraiment plutôt dans un épisode de Lower Decks finalement. Et justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que l'épisode a été écrit par Catherine Lin et Bill Wolkoff, et donc dirigé par Jonathan Frakes, donc le numéro 1 Riker en personne. Et Catherine Lin, figurez-vous que elle a travaillé aussi déjà sur Lower Decks. Donc avant de rentrer dans la zone spoiler, on va s'attarder un petit peu sur cette scénariste, qui est une comédienne et donc qui est la scénariste justement qui a été nominée pour le prix Hugo pour son travail sur l'épisode de Lower Decks, l'avant-dernier de la saison 2, si vous vous souvenez, celui qui est vraiment génial, où on voit les Lower Decks Klingons, les Lower Decks Vulcains, etc. Et où le personnage justement de la géniale Vulcaine T'Lyn qu'on voit dans cet épisode, et qui devient justement un personnage récurrent en saison 4, c'est la saison qui arrive. D'ailleurs, ce personnage-là de T'Lyn, elle a été nommée ainsi en son honneur, donc en fait, elle s'est rendue elle-même un hommage, parce qu'en fait, c'était un de ses cosplays lors de conventions pendant plusieurs années. Alors d'abord en tant que K'Lin, une hybride Klingon-Vulcaine, et plus tard en tant que Vulcaine, donc T'Lyn. Et donc, Catherine Lin donc, a été embauchée à la base comme consultante sur Star Trek Lower Decks, puis reprise par Mike McMahon en tant que scénariste, et puis même pour superviser la saison 2 de Lower Decks. Et actuellement, elle produit aussi la saison 2 de Strange New Worlds. Et donc, elle a écrit, par contre, elle a coécrit le catastrophique épisode 5 Charade avec Henry Alonso Meyer. Ouais, on va pas rediscuter de ça, mais oui, enfin voilà. Donc, moi, je retrouve la Catherine Lin qu'on avait eue en fin de saison 2 de Lower Decks. Moi, je la retrouve ici. Je trouve que vraiment, l'écriture, elle est vraiment nickel. Et je pense que pour Charade, c'est plutôt Henry Alonso Meyer qui a fait le cours du truc, on va dire. Et en plus, c'est marrant parce qu'elle ressemble elle-même aussi à son avatar de Lower Decks. C'est un peu la même coupe de cheveux qu'elle a. Elle a un peu le même air. Donc, c'est assez marrant, quoi. Donc, on pourrait très bien la voir débarquer en live action un jour. J'avais un petit truc, un point positif à rajouter avant la partie spoiler, éventuellement, et comme ça on pourra en reparler en partie spoiler. C'est que je m'attendais à ce que l'épisode soit insignifiant du point de vue de l'histoire, de son impact, l'impact de ce crossover, et c'est pas le vrai. Il y a deux choses, il y a deux éléments qui sont assez importants dans ce qu'apportent les personnages pour la suite de Strange New World, et je m'attendais pas à ça. J'étais agréablement surpris en fait. Notamment une révélation sur le destin d'un personnage auquel ça fait des décennies qu'on se demande vraiment ce que va devenir ce personnage, et on a une réponse là, et je trouve ça étrange. Enfin, étrange et cool. Justement, on va en parler tout de suite dans la zone spoiler. Red alert!
Je veux pas être ingrat, mais si t'avais patienté rien qu'une seconde, on serait pas bloqués ici tous les deux. Tu te rends pas compte à quel point je m'inquiétais. T'as disparu dans un vortex, sous ma responsabilité, je t'ai cru mort ou encore pire, projeté dans un San Francisco dystopique pendant une émeute. Vous avez remarqué que leur référence était bizarrement précise. En effet. Une minute, excuse-moi. J'essaie de me comporter comme une grande professionnelle, mais j'avoue que j'étais franchement pas prête à l'effet que le jeune et beau Spock a sur moi. Et il est plein de surprises. Sérieusement, il a les muscles, le visage des Je sais que nous sommes tous sous le choc de cette complication récente, mais il faut trouver une solution. Un voyageur temporel constitue une menace grave, alors deux, C'est un désastre. Je croyais qu'il serait plus cool. Ils sont cool, mais l'heure est grave. Vous avez analysé le portail, Spock? Oui, il fonctionne. Mais sans uranium, nous ne pouvons l'activer. L'enseigne Mariner a totalement épuisé les dernières réserves. Pour ma défense, ce truc est très mystérieux. C'est pas comme s'il était livré avec une notice. Et il n'y a pas une seule source d'uranium dans tout le quadrant? Aucune. Il y a 100 ans que personne n'en a détecté. Pourquoi on n'en synthétise pas un peu? Arrête, tu me fais honte. L'enseigne a raison. Nous pourrions tenter d'en synthétiser nous-mêmes. Le jeune et beau Spock m'aime bien. Toutefois, cela présenterait un danger considérable. À la moindre erreur, l'explosion détruirait l'Enterprise et il y a un risque que le procédé échoue. Moi, je trouve pas ça très logique. Arrête de te faire remarquer, s'il te plaît, tu te ridiculises. Uhura s'est enfermée dans ses quartiers pour traduire le texte gravé sur le portail. Elle trouvera peut-être quelque chose. Très bien. Justement, moi, j'ai de l'expérience en linguistique. Je pourrais sûrement lui donner un coup de main. Warning. Alors cet épisode 7, Those Old Scientifics, ces vieux scientifiques. Alors moi je comprends pas trop la traduction de la VF parce que j'ai l'impression que la traduction des titres VF n'est pas faite par les mêmes équipes des gens qui traduisent l'épisode en lui-même, parce que dans l'épisode lui-même, Boimler traduit donc par ses traits originaux scientifiques pour garder le sigle TOS. Du coup on comprend pas pourquoi l'épisode ne s'appelle pas en français Traits originaux scientifiques par exemple. Enfin bref, c'est un détail, mais passons. On a un peu l'habitude, j'ai envie de dire. On commence l'épisode au 24e siècle sur le Cerritos, où il y a la mission d'un portail à aller scanner. Rutherford relève des traces d'Honorion et prenant une photo, le portail va s'ouvrir et Boimler est projeté 120 ans dans le passé et va se retrouver face aux très réalistes Spock et Una. Alors qu'est-ce que vous avez pensé de cette entrée en matière directe ? Déjà, je t'accorderai un point, Guigui. C'est qu'il y a un certain nombre de podcasts où on discutait de comment se déroulerait ce crossover. Et tu suggérais que ça commencerait en animation, ce que je ne voyais pas du tout les équipes faire. Et du coup, j'étais surpris quand ça s'est lancé. Bon, je me suis dit, ok, ils l'ont fait. Donc, après, je me suis dit, probablement, je dirais que ça sera de l'animation, du coup. Mais j'ai trouvé ça cool qu'on parte vraiment de ce qu'on connaît de Lower Decks et que progressivement, ils arrivent... Enfin, du coup, il n'y en a que deux, mais on arrive dans le Strange New World. Et moi, j'ai trouvé que... ce que je disais tout à l'heure, j'avais peur qu'on atténue le côté Lower Decks et je trouve que là, les interactions, elles marchent. C'est peut-être un petit peu plus mécanique, mais les interactions des persos, ça fonctionne, la scène est bien. Ça nous place un petit truc, enfin 2 petits trucs qu'on sait qu'on va utiliser plus tard dans l'épisode. Ça marche, quoi. Ouais, j'ai beaucoup aimé que ça commence sur de l'animation. Je savais pas du tout à quoi m'attendre du coup quand j'arriverai dans l'épisode. Et j'étais contente d'arriver sur une base que je connaissais. En plus, là, ça va faire 1 an qu'on attend la saison 4, donc j'étais super contente de revoir mes personnages. Je regardais en français, donc j'avais les voix d'habitude pour moi. Et du coup, c'était vraiment cette entrée à la matière où y a Mariner qui dit non, mais c'est qu'un portail de merde, c'est bon, tu verras, il se passera rien. Et puis... Ça vient tout en douceur, c'est « Ah, mais imagine, là, je rencontre Spock, et puis il passe son portail, il rencontre Spock. » Et je trouve ça une entrée à la fois rigolote, et puis quand même émouvante dès le début, parce qu'on sait, comme Boimler, il apprécie ces vieux scientifiques, et que voilà, d'un coup, il se retrouve devant eux, et c'est hyper émouvant, je trouve, même si c'est sur le ton de l'humour. De toute façon, moi, j'ai lâché ma larme à la fin, donc... donc j'ai trouvé, dès le début, ça rentrait super bien dans le mood. Puis ça fait comprendre aux gens qui connaissent pas Lower Decks et qui regardent juste Strange New Worlds que peut-être pourquoi il ressemble à des trucs si bizarres. Par exemple, Boimler avec ses cheveux bleus, pourquoi il ressemble comme ça, c'est qu'en fait, il est comme ça dans son monde à lui, quoi. Et voilà, non, je trouvais que l'entrée en la matière était très cool, en tout cas. Ouais, moi je trouvais ça cool de commencer en animation. Je me suis quand même dit que c'était culotté, parce que pour les gens qui regardent pas Lower Decks, qui suivent que Strange New World et que les séries live, ça doit faire bizarre de tomber directement là-dessus. Ouais, je connais des fans de longue date de Star Trek qui suivent toutes les séries, mais qui aiment pas du tout Lower Decks et qui ont laissé tomber. Donc ça a quand même dû leur faire bizarre. Non, moi là où ça m'a rassuré dès cette première scène, c'est que c'était une scène en animation, certes,
avec le style habituel, évidemment, produit par l'équipe habituelle, mais surtout écrit comme du Lower Decks habituel. En fait, j'avais presque peur, en tombant sur une scène d'animation, que ça soit une scène d'animation, mais écrite par des gens qui viennent que du live et que de Strange World, et qu'on se retrouve avec des dialogues classique sur l'animation de Lower Decks. J'avais vraiment, pendant une demi-seconde, j'ai eu peur de ça en voyant cette intro, et finalement j'étais tout de suite rassuré. On est clairement face à une scène classique de Lower Decks avec le rythme habituel, l'humour habituel. Et là, du coup, j'ai une deuxième peur. Je me suis dit, merde, comment est-ce qu'ils vont traiter la suite? Est-ce qu'on va avoir un épisode entièrement en animation? A priori, on savait que non, parce qu'on avait vu quelques photos. Mais c'est vrai que cette première scène, en la découvrant, en essayant de me dire mais comment les d'autres téléspectateurs vont l'apercevoir, j'étais à la fois rassuré et à la fois, je dirais pas paniqué, mais plein de questions. Alors j'étais rassuré par la suite, mais avec le recul, voilà, une fois que j'ai passé tous les questionnements dont je me parlais, je trouve que cette intro est en effet très bien jouée et puis surtout, je trouve que comme l'a dit Léa, ça présente très bien, en quelques secondes, en quelques répliques, l'univers, le ton et l'humour de ces personnages. Je pense que si t'as jamais vu Lower Decks, tu vois cette scène-là, t'as tout compris. Et ça, c'est exactement ce qu'il fallait. Mais d'ailleurs, du coup, tes amis qui ont jamais regardé ou qui ont laissé tomber Lower Decks, ils étaient contents quand même de l'épisode? Ce ne sont plus des amis. Ah, très bien. Donc je ne sais pas. Je comprends. Et toi, Léa, justement, comment t'as trouvé ce passage de l'animation au live action? Qu'est-ce que t'as pensé des uniformes et de l'aspect, en fait, de Mariner et de Boimler? Alors, on en a discuté un peu sur le Discord. Alors, les uniformes, j'aime pas trop, mais parce que j'aurais espéré qu'ils soient un peu plus flashy, plus le rouge qu'on voit dans l'animé, le bleu... pas du tout de bleu. Non, enfin, leurs habits rouges qui sont beaucoup plus rouges. C'était surtout ça, j'aurais aimé qu'ils soient un peu plus flashy. Donc ça, j'étais un peu déçue. Vous avez tous parlé des moon boots. Moi, j'avais pas remarqué qu'ils avaient des bottes si énormes. Ah, si, on dirait un peu des bottes de ski, ouais. Moi, en vrai, je m'en suis pas rendu compte, même là, en le regardant une deuxième fois. Pour moi, c'était normal. Par contre, le com badge, je le trouve magnifique. On dirait vraiment, ils ont fait comme des bordures de couture. Enfin, en gros, on dirait vraiment qu'ils ont été dessinés avec le crayon noir autour pour faire les lignes de l'animation. J'étais hyper contente du com badge. J'étais très ravie de ça. Ah, est-ce que, comme moi, t'as été un peu déstabilisée par les cheveux de Boimler? Alors oui, parce que ça se voit que c'est très faux. Bah oui, c'est une perruque, en fait. Ouais, j'ai vu que c'était une perruque, c'est très faux. Après, bon, c'est des personnages de dessin animé à la base, donc ça passe, s'ils sont un peu bizarres. Mais moi, j'ai trouvé que Mariner, dans la vraie vie, enfin du coup, Tony Newsom, elle avait pas l'air aussi... Son corps, elle bougeait pas son corps comme bouge Mariner. Boimler, ça allait, je trouvais. Jack Quaid, il jouait très bien son rôle de Boimler avec un peu ses mimiques corporelles. Mariner un peu moins. Mais bon, là je pinaille. Hein. Ouais, c'est vrai que Jack Quaid, en fait, il a une perruque parce qu'il était en train de tourner autre chose, je sais plus où. Et ils n'ont pas eu le temps de traiter ses cheveux au naturel pour faire la coupe de Boimler. Donc du coup, ils ont opté forcément pour la perruque, quoi. Pour revenir sur les mouvements, le body language, quand Jack Quaid, en effet, marche avec sa démarche très particulière dans les couloirs, c'est quand même à mourir de rire. Oui, et il marche comme ça dans la série. Enfin, là, il a vraiment bien chopé son personnage, comment il fait, quoi. Et moi, j'ai pas été choqué par les cheveux, en l'occurrence. Ok. Je sais pas, on a vu plein de costumes ou de maquillage plus ou moins Star Trek à l'ancienne, quand même. Je suis pas choqué de voir Boimler avec cette perruque-là, quoi. Mais moi, je leur ai fait les cheveux plus violets, tu vois. Oh non. Je trouve qu'ils étaient limite trop bleus. L'épisode est peut-être un peu sombre, mais c'est peut-être ma Ouais, c'est ça. J'ai trouvé mais un en peu fait, sombre, je trouve que c'était un peu sombre en général, mais je pense que ça, c'est le visuel plutôt de Strange New Worlds qui fait que c'est un peu plus sombre. Tout comme, du coup, les costumes étaient sombres, quoi. Je pense que c'est voulu par rapport à l'univers. Bah, c'était pas aussi sombre que dans Picard saison 3, mais c'est vrai que c'était plus sombre que par rapport à la version animée. Mais s'ils avaient utilisé les vraies couleurs, les vrais fantômes, ça n'aurait pas allé. Je pense que ça aurait fait très très étrange et ça aurait fait plus fake. Et du coup, je pense qu'ils ont eu raison de ternir un petit peu les couleurs. Mais en fait, c'est simplement, moi, les cheveux de Jack Quaid, ils sont parfaits tels qu'ils sont. C'est déjà les cheveux de Boimler en règle générale. C'est vrai. C'était juste dommage de ne pas leur faire une teinture. Ça aurait rendu la chose encore plus réaliste. Mais bon, c'est vraiment un jeu de pinaille parce que ça m'a fait un peu bizarre les premières secondes. Et puis après, finalement, j'y pensais plus du tout. J'étais dedans, quoi. Fallait demander à Marie-Paul pour la teinture, en fait. Oui, elle en fait des meilleurs.
En tout cas, il y a quand même certains fans qui ont trouvé que ce portail temporel, c'était n'importe quoi. Alors pour moi, que le pourquoi du comment, du fonctionnement du portail, ça n'a pas du tout l'intérêt, ça n'a pas d'intérêt dans l'épisode, du coup, on s'en fout en fait. Hein. Ce qui se passe surtout ici, c'est que c'est un vrai trope de la saga, où il y a déjà des portails qui fonctionnent avec, de manière totalement obscure, il y en a eu plein. D'ailleurs, c'est un trope dont se moque Mariner. Ça nous rapproche un peu de Lower Decks, du coup, de se moquer de ce genre de trope. Enfin bref, donc du coup, pour moi, que on ne sache pas à quoi sert ce truc-là, que ça reste mystérieux, pour moi, c'est pas du tout un problème, parce que dans la galaxie qui est si immense, avec une histoire de plusieurs milliers d'années, on connaît des civilisations extraterrestres qui ont disparu depuis très longtemps, et des trucs qui soient mystérieux, dont on ne sait rien. D'ailleurs, justement, sur l'inscription qu'ils vont essayer de déchiffrer dans l'épisode, il y a une inscription en vieux nausicaan, ils se demandent qu'est-ce que c'est, etc. Puis en fait, c'est juste attention, machine temporelle. C'est déjà à la fois c'est une blague, et en même temps ça nous donne l'indication que oui, le truc est tellement vieux, on ne sait pas ce que c'est, on sait qu'on ne le sait pas, mais ce n'est pas grave parce que l'intérêt il est vraiment ailleurs. L'intérêt il est sur Boimler, sur ce voyageur temporel qu'il faut renvoyer à son époque, et le reste peu importe quoi. Il n'y a pas besoin d'avoir des explications, d'avoir la notice de la machine pour apprécier l'épisode. Et donc, comme tu le disais, après, ça nous fait arriver directement au générique, qui est aussi en animation. Alors, c'est vrai que le générique est plutôt sympa, et ça renforce le côté crossover. Mais justement, moi, ça m'a fait prendre conscience qu'il m'a manqué un petit truc dans cet épisode, c'est d'entendre le thème de Star Trek Lower Decks. Et ça m'a un petit peu chafouiné. Boimler se réveille et rencontre vraiment, enfin, l'équipage de l'Enterprise, qui sait qu'il vient du futur, ce qui est du coup un soulagement pour Boimler. Qui s'exclame quand quand Pike lui fait une blague à un capitaine marrant, c'est possible ça. Aussi la blague des 5 chiffres pour la date, pour la stardate, enfin plein de détails. C'est désactiver la simulation au début aussi. Oui, voilà. Oui, c'est drôle. Non, en fait, oui, c'est trop chouette. Au départ, il comprend qui c'est, puisque lui, il les connaît par cœur, ces gens-là. Je pense que d'ailleurs, il a déjà fait des simulations dans le holodeck avec eux. Ah oui. Donc je pense qu'il les connaît par cœur. Et les voir en vrai, d'un coup, il se dit mais qu'est-ce que je fais là? C'est pas possible. Ces gens que je connais sans qu'eux ils me connaissent, pourquoi je suis là? Il faut pas que je dise que je sois du futur parce que ça va tout casser. Et en fait, en plus, tout l'épisode, il va le passer à essayer de ne rien dévoiler sur le futur, et il le fait quand même parce qu'il arrête pas de faire des bourdes. Et c'est très drôle, et puis c'est vraiment très chouette. Toute cette partie où il interagit avec avec l'équipage, et l'équipage lui dit mais je comprends pas, il arrête pas de nous regarder bizarrement, pour qu'ensuite quand l'équipage parle de l'ancienne Enterprise, et eux aussi c'est des fanboys des équipages précédents, et je trouve ça c'est vraiment chouette quoi. On se rend tous compte, et puis d'ailleurs c'était ce qu'on disait aussi au tout début avant la zone spoiler, c'est qu'on se rend tous compte que nous on regarde les équipages dont on est fan, et en fait eux ils regardent toujours un équipage avant eux dont ils sont fans aussi, dont il y a eu des livres d'histoire qui en parlent, Et d'ailleurs, il me semble que dans un épisode de Lower Decks, Mariner sous-entend que Boimler, justement, utilise des programmes d'holodeck comme celui de Riker qui était sur l'Enterprise de Archer. Donc oui, c'est quasiment sûr que oui, il a déjà dû... c'est sûr, il les connaît tous. Hein. En tout cas, oui, cette histoire d'avoir un fan des personnages dans une série, il y a déjà plein de séries qui l'ont fait avant. Par exemple, moi je pense souvent à X-Files, au personnage de Layla Harrison dans la saison 8, mais ça n'a jamais été aussi bien réussi que dans Star Trek, en fait, je trouve, parce qu'il y a cette notion justement du méta qui est super bien gérée dans Lower Decks et qui du coup importe dans cet épisode, ce qui fait que voilà, ça marche bien. Et en plus de ça, comme je le disais plus tôt, c'est que à la fois dans les répliques, il y a ce qui est dit, c'est des blagues, ça apporte de l'humour, mais en plus de ça, ça apporte des explications sur le contexte, ça le crédibilise et ça apporte un peu de lore. Et ça, je trouve que c'est vraiment très très fort. On y fait référence il y a quelques secondes, le fait que l'équipage de l'Enterprise de Strange World soit lui-même fan de l'Enterprise NX-01 d'Archer, donc de la série Enterprise. Moi, c'est toujours un truc qui me fait
que j'aime bien parce que la série Enterprise, elle a plein de défauts, elle est souvent un peu conspuée, un peu oubliée, et chaque fois, finalement, que les nouvelles séries y font référence, parce que malgré tout, c'est quand même leur passé, moi, ça me fait toujours un petit pincement au cœur, parce que j'aimais bien, malgré tout, les saisons 3 et 4 d'Enterprise, donc ça prouve que voilà, elle a quand même sa place dans la mythologie de la série, donc voilà, la fin, je crois que c'est vers la fin de l'épisode où justement Lan, il fait référence, et Uhura aussi fait référence à Toshi Sato, ouais, moi j'aime bien ce genre de petites scènes-là qui remettent un petit peu en valeur cette série un peu trop oubliée. Et puis pour le côté fanboy des personnages, je crois qu'on l'a dit tout à l'heure, donc peut-être que je vais me répéter, mais Sisko et Dax qui sont sur Enterprise dans l'épisode crossover de Deep Space Nine, c'était déjà dans cet esprit-là, c'était déjà super réussi. Donc, et il y avait déjà voilà, la blague de Jadzia qui craque sur Spock, alors que Sisko pense qu'elle craque sur Kirk. Mais en fait, non, c'est Spock le mec qui est sexy. Et puis toutes et les là, on blagues retrouve méta un peu ça. Puis il y avait toutes les blagues méta sur évidemment la crête des Klingons dans cet épisode-là. Oui. Donc ouais, cet épisode de Lower Decks s'inscrit vraiment dans cette tradition-là de Star Trek avec en plus le style Lower Decks. Donc non, mais là il y a que du bon à ce niveau-là. Ouais. Il y a aussi une scène où donc il y a Boimler qui fait le fanboy et qui ensuite est escorté par la Han qui va lui donner des conseils sur les protocoles de Starfleet en la matière, donc de protocole de Prem Directive temporelle, ce qui confirme peut-être qu'on est dans une timeline différente de TOS, puisque dans la série classique, pour eux, le voyage dans le temps, ça n'existait pas, ils le découvrent. Donc là, par contre, là, c'est clairement établi, on y est. Voilà, c'est à la fois, ça peut donner un petit élément de lore, même si on peut ne pas être d'accord, peu importe, ça fait quelques blagues, mais aussi, cette discussion, ça va être le moteur, la motivation de Boimler pour faire épargner le vaisseau Orion un peu plus tard. Donc ouais, je trouve que vraiment, peu importe la scène, il y a vraiment de tout quoi dedans. Ça sert l'histoire, les personnages, et en même temps ça fait des blagues, ce qui fait que c'est ça qui rend l'épisode si riche. Et qu'est-ce que vous avez pensé sinon de la scène suivante avec Boimler qui rencontre Uhura et qui fait une blague qui m'a tué, c'est quand il chevauche la selle de Pike en faisant Riker. Ça m'a tué, et ça Moi j'ai pas compris la blague, mais c'était quand même rigolo. Ah oui, parce que est-ce que tu as déjà vu la nouvelle génération ? Non, un tout petit peu. Alors je vais t'envoyer une vidéo YouTube qui va t'expliquer cette blague. Avec un montage des meilleurs moments. En fait, c'est le personnage de Riker qui s'assoit absolument n'importe comment et qui est joué par Jonathan Frakes qui réalise l'épisode. Et d'ailleurs, ça, je vois qui c'est Riker, par contre. Et d'ailleurs, justement, ça a été improvisé. Et donc, visiblement, ça a fait un peu rire le réalisateur de l'épisode parce que, oui, forcément, ils ont pas arrêté d'improviser des blagues et les acteurs étaient surpris que finalement, il y a peu de choses qui ont été coupées, en vrai, ils en ont gardé plein et que même Jonathan Frakes, visiblement, était pas du tout gêné de les voir improviser, bien au contraire, quoi. Et c'est ça peut-être qui fait qu'aussi, voilà, il y a cette alchimie dans cet épisode qui fait que ça fonctionne aussi bien entre tout le casting, quoi. Mais en tout cas, cette scène me fait mourir de rire. Oui, donc si ça se trouve, il se disait ouais, je m'en fiche, ce sera coupé au montage, c'est juste des blagues entre eux. Oui, voilà, eux. c'est ça, ouais. Et finalement, ça reste pas des blagues entre eux et on est dedans, quoi, c'est sympa. En tout cas, assez vite, on retourne devant le portail avec Benga, Boimler et Spock qui va rigoler. Parce que en fait, Spock et Boimler vont déduire que le flash de l'appareil photo de Rutherford précédemment... On est d'accord, une nouvelle fois, je pose ma question classique, on est d'accord que tu accélères pour qu'on aille vite ? Non. Parce qu'on n'a pas parlé de LAN, tout ça c'est avant... Parce qu'on a Boimler qui va être pris à partie par LAN, qui va lui faire comprendre qu'elle-même a voyagé dans le temps. Et qu'il y a des règles et qu'il faut les respecter. Et c'est ce qui va faire prendre conscience assez rapidement dans l'épisode à Boimler que, ok, il est fanboy, il est là, mais vraiment, ce que tu disais avec le dialogue avant, c'est toutes les actions ont des conséquences sur le futur, quoi. Et je trouve ça assez intéressant de raccrocher ce gimmick du voyage dans le temps qui permet de faire le crossover avec une intrigue de la saison en cours, qui est le décalage de Lan par rapport à ce qu'elle a vécu, quoi. Ouais, c'est vrai que j'étais surpris de ça. Mais comme tu le disais, effectivement, ce crossover-là... n'est pas... il n'est pas gratuit. Il sert aussi la continuité de la saison 2 de Strange New Worlds, et ça, c'est bien. Parce que du coup, on savait déjà que Lan, elle avait... Oui, parce qu'on l'a vu, en fait. En fait, Lan, dans l'épisode 3, je crois, elle voyage, voyage dans le passé. Elle fait un voyage dans le temps, et il y a le passé qui a été modifié, et du coup, elle se retrouve avec un Kirk alternatif, qui va mourir dans l'épisode en plus, et c'est pour ça que dans le Previously, tu dois avoir des petits passages avec Kirk, je crois. Oui, on voyait un passage avec Kirk. Là, n'ont pas d'impact dans l'épisode, mais c'est pour te suggérer qu'elle a voyagé dans le temps. Ok, ça marche. Et qu'elle y pense encore, quoi, et que c'est vraiment une intrigue sur le long cours qu'on est en train de nous servir. Mais vraiment, j'ai senti plusieurs fois, par contre, dans l'épisode, qu'ils avaient beaucoup de matière et qu'un double épisode, ça aurait été pas mal, ou au moins
au moins 20 minutes de plus. Parce que le rôle de Lan dans cet épisode, qui est quand même chef de la sécurité, quand même, au-delà d'avoir un rôle de voyageuse dans le temps, face à ce que Boimler peut faire, quoi, de base, elle est assez tranquille, quoi. Entre ça et puis des petites coupes un peu bizarres plus loin dans l'épisode, qui sont un peu rapides, je trouve qu'il y avait peut-être 20 minutes à faire en plus. Ouais, c'est possible, ouais. Dans la scène un peu après, il y a Spock et Boimler qui déduisent que le flash de l'appareil photo de Rutherford est l'accident qui a sûrement tout déclenché, parce qu'on se doute que les aliens qui ont construit le truc, ils avaient sans vraiment pas imaginé qu'il y aurait un flash d'appareil photo qui pourrait le déclencher. Alors forcément, Spock, lui, il a trouvé un autre moyen de l'activer, que ce soit moins accidentel, comme par exemple appuyer sur le bon bouton. Car de toute façon, leur question ne porte pas sur comment activer le portail, comme je le disais, mais comment on doit l'alimenter, parce que la batterie semble basse et n'est suffisante que pour un seul voyage. Sauf que le problème, c'est que les Orions vont débarquer et du coup, tout le monde est téléporté sur l'Enterprise et les Orions vont se barrer avec le portail. Donc du coup, ça fait un autre enjeu, c'est que maintenant, en plus de ça, il faut retrouver le portail avant de pouvoir comprendre à le faire fonctionner pour envoyer Boimler dans le futur. C'est pas quand ils sont sur la planète que le portail est téléporté. Ils sont déjà c'est après, ils se retrouvent sur la passerelle de l'Enterprise et après il est téléporté. Ouais. Parce que les Orions, ils leur font à l'envers, bien sûr. Et c'est plutôt pas mal. Et donc du coup, Boimler, en attendant de retrouver les Orions, il est coincé sur l'Enterprise. Et il se promène, et du coup, il est pris à partie avec Ortegas et Chapel dans le bar. Je sais même pas comment il s'appelle, le bar de l'Enterprise à ce moment-là. C'est une scène plutôt marrante, quoi. On va dire elle était vraiment chouette, cette scène. On aurait vraiment dit une scène dans Lower Decks quand il y a l'équipe d'habitude, quoi, qui se met au bar et puis qui se mettent dans leur booth, à leur table avec leur chaise et tout, et qui se mettent à discuter de tout et de rien. Parce que là, il y a Ortega qui se met à discuter tu viens à la soirée film vendredi? Oura, elle travaille beaucoup trop. Et c'est vraiment juste des enchaînements de phrases qui paraissent assez insignifiantes. Et d'un coup, on se retrouve plus dans les problèmes des capitaines, etc. Et on se retrouve de nouveau dans un épisode Lower Decks avec juste eux, ils ont leur petites discussions entre eux qui ont aucune incidence sur le reste, et c'était vraiment chouette à ce moment-là. Ça aura des incidences en fait sur la suite. C'est ça qui est subtil, c'est que ça sert à la fois le moment, mais ça va aussi servir le récit, quoi. Oui, c'est ça, mais ça sert le récit de manière subtile, et sur le coup, on se dit vraiment juste, ils sont en discussion entre 4 personnes, quoi, de manière tranquille, et en fait après oui ça va servir, ce qui se passe souvent d'ailleurs dans les épisodes de Lower Decks. C'est à ce moment-là, quand je regardais l'épisode, que j'ai dit là on dirait un épisode de Lower Decks. Quand là ils étaient à table et qu'ils discutaient, je me suis dit ça c'est un épisode de Lower Decks, là ils sont tranquilles. Moi j'ai vu un autre truc, mais je suis pas totalement sûr de l'intention, mais il y a un côté quand même facétieux, dirons-nous, de Ortegas et Chapel. Et pour moi, la discussion, c'est pas une discussion au hasard. Elles font exprès de faire en sorte, parce qu'elles savent que c'est un fanboy, elles font exprès de faire en sorte qu'il lâche un truc du futur, en suggérant. Pour moi, quand ils parlent de la soirée, je pense qu'elles savent très bien que c'est l'anniversaire de Pike, quoi. Et que en faisant genre, elles font rien pour l'anniversaire de Pike, et elles cherchent une réaction de la part de Boimler. Et il lâche que c'est un jour férié, en fait. Donc c'est pas rien quand même. Juste un truc sur une scène qui est avant, je pense qu'on est passé un peu vite, sur la scène où Boimler essaie d'expliquer à Pike que tous les Orions sont pas des pirates. Moi, c'est marrant parce que ça m'a rappelé toute la discussion qu'on a eue sur l'épisode Charade, même si on n'est pas d'accord sur l'épisode en question, mais sur le fait qu'on voit pas forcément de la même manière les extraterrestres avec l'écriture d'une série des années 60, avec la manière dont Spock était écrit dans la série originale, et la manière dont on peut voir les extraterrestres aujourd'hui, sur le côté qu'en effet, ils sont pas tous uniformes. Et du coup, c'est exactement ce qu'on a là avec le point de vue de Boimler qui essaye d'expliquer à Pike tous les Orions sont pas tous identiques, ils n'ont pas tous les mêmes valeurs, etc. Même si ça se retourne un peu contre lui finalement à la fin de la scène. Vous savez, de nos jours, dire que les Orions sont tous des pirates, c'est raciste. Mais du coup, je trouve que c'est vachement intéressant parce que ça rappelle aussi les débats, encore une fois, ce côté mise en abîme des téléspectateurs et des fans qu'on est. Cette discussion rappelle encore les discussions qu'on peut, nous, avoir dans le podcast, et la mise en abîme de l'écriture de la série, de la saga, même de la franchise Star Trek en tant que telle. Donc, je trouve que ça va encore plus loin que ça. C'est-à-dire que, en fait, cet épisode-là, il encapsule, en fait, il caresse dans le sens du poil les fans de Star Trek qui sont ravis de ce qu'ils regardent, en disant oui, voilà, on peut se moquer de ça, c'est rigolo, c'est un peu n'importe quoi. Mais aussi, quelque part, ils peuvent aussi caresser ceux qui détestent, parce que le coup de Boimler qui est choqué de voir Spock sourire et qui dit
putain, ça c'est pas possible, ça c'est pas Spock ça. Non, il faut changer ça, c'est pas possible. Du coup, Boimler quelque part, il a la réaction qu'on peut lire de certains vieux fans sur Internet en disant ce qu'ils font avec le Spock Ethan Peck, c'est n'importe quoi. Ils sont nombreux, il n'y a pas qu'une personne. Ils sont légion. Ils sont légion, oui. Mais en fait, voilà, moi je trouve c'est intéressant quand même de récupérer ça un petit peu et d'en faire quelque chose qui soit entre guillemets positif, en disant oui, on sait, le Spock là de la saison 2 de Strange New Worlds, il n'est pas comme d'habitude, c'est normal, vous inquiétez pas, c'est normal, et que Boimler soit choqué de ça et du coup aille dans le sens des gens qui n'aiment pas ce qui est fait de la franchise actuellement, je trouve que c'est un move plutôt malin, quoi. Clairement, ouais. Je trouve que même il y a... Et là, ça appuie encore plus la notion de crossover pour moi. C'est que Romain parlait juste avant des Orions, de la vision qu'on a des Orions. Et pour moi, ça boucle une intrigue de Lower Decks de longue date, quoi. Parce que la discussion sur les Orions avec Tendi on n'est pas que des pirates, il y a des scientifiques, il y a autre chose. Et la fierté Orion, en fait, c'est un arc de Tendi de Lower Decks qui transfuge dans Strange New World avec une conclusion au niveau de la fédération dans les relations. Je suis pas certain que ça soit une conclusion parce que non, mais ça a un impact. Ça avance, oui, ça fait marcher la machine, quoi. Parce que les discussions de Tendi et Boimler sur les Orions, ça impacte directement ce que dit Boimler, le comportement de Boimler dans cet épisode. Et d'ailleurs, justement, les Orions, ils vont les retrouver grâce à Boimler qui va bidouiller une console. Et pour qu'ils regardent pas. Ça m'a fait rire. Et surtout, la position qu'a Jack Quaid quand il fait ça, c'est complètement cartoonesque. C'est vraiment... C'est des petits détails à chaque fois, mais ça marche super bien. Moi, c'est le côté... on peut quand même pas juste pas regarder. Si. En tout cas, ils font ça avec une échange. Donc, ils échangent et réussissent à convaincre les Orions de faire un échange entre une cargaison de céréales un peu spéciale. Ils allaient au début, avant tout, vers une planète avec ses céréales à la base. Et donc, le fameux portail. Et au moment d'utiliser le portail pour envoyer Boimler, ce qui aurait pu être la fin de l'histoire, eh ben non, il y a Mariner qui déboule en ayant utilisé tout le uranium restant et du coup, comme ce composant est rarissime, il est impossible de réutiliser le portail. Et je trouve ça super drôle, la façon dont Mariner arrive, dont elle déboule. Elle est trop bien, Mariner. Les 5 premières minutes de Mariner, c'est exceptionnel. Mais même les 5 premières secondes, les vannes de Mariner sur les uniformes. Oh, les uniformes, ils sont pas mal. Par contre, je suis pas trop fan des grades sur les manches. Oui. Non, mais après ça switch, ça met le focus sur les personnages de Strange New World et on continue d'entendre Mariner parler comme dans le Dex derrière, à faire ses commentaires et ça continue dans la salle de briefing derrière. Je la trouve incroyable. Surtout que moi aussi, je suis pas fan du tout des grades sur les manches. Je trouve que c'est n'importe quoi. Alors, je suis d'accord. Il avait pas le pull vert. Ouais. Imagine s'il avait eu le pull vert. Il le porte des fois dans Strange New World. Ouais, il l'a déjà eu. Ouais. Il l'a déjà porté au moins une fois. Ouais. Et donc, justement, la fameuse scène de briefing, et ça fait plaisir parce que même si c'est des blagues, je trouve qu'une des scènes de briefing aussi réussies dans Strange New Worlds, j'ai pas mémoire qu'il y en ait eu avant, autant avec tous les personnages, quasiment tous les personnages autour d'une table, en train de discuter de la situation et de trouver des solutions, un peu comme ce qu'on avait beaucoup dans la nouvelle génération en fait. Et là, du coup, en discutant des conséquences du voyage dans le temps, il y a Mariner qui va même mentionner la possibilité de se retrouver au milieu d'une émeute en 2024, donc en référence à des événements de Deep Space Nine, à San Francisco dystopique. Donc on en avait déjà beaucoup parlé lors de la saison 2 de Picard, de ça justement, parce que ça se passe au même moment. Et voilà, et la blague de Una qui dit à je sais plus qui, c'est moi, ou leurs références elles sont quand même vachement hyper spécifiques, vachement précises. C'est super drôle, quoi. Oui. En fait, c'est drôle et ça rappelle directement du coup les épisodes de Lower Decks où en fait, si t'as pas toutes les références, tu te dis, on dirait qu'ils disent des mots au pif. En fait, à chaque fois, c'est des références tellement précises que soit tu l'as, soit tu l'as pas. Tu l'as pas, tu te dis ils sont bizarres. Et là, c'est un peu ça. Ils se disent ils sont bizarres ces deux-là. On va les laisser parler entre eux. Oui, eux font la remarque inverse les gens parlent lentement et bas. Parce que du coup, oui. C'est très drôle, ouais. Et du coup, t'as la remarque sur le style même de la série, la forme. Juste complètement en dehors de la série, mais j'ai trouvé ça très drôle aussi. J'ai vu des tweets à ce sujet que en fait, quand du coup Tony Newsom et Jack Quaid étaient sur le vaisseau, en fait, ils ont pas arrêté de casser plein de trucs, de casser des boutons, etc. sur le set. Et je trouve ça vraiment très lower deckien de leur part de casser de toucher à tout et de casser tout juste parce qu'ils veulent tout tester. Parce que l'interprète de Mariner, comme elle est méga fan de Star Trek, mais vraiment, pour elle, c'était pas un décor, c'était vraiment l'Enterprise et visiblement, elle
elle posait ses fesses quelque part, mais en fait, non, c'est un décor, c'est en carton le truc, ça peut pas soutenir ton poids. Et donc, du coup, elle pétait des trucs où comme tu le disais, elle touchait des boutons qui ne sont là pas pour être appuyés. En fait, on peut pas appuyer dessus. Mais je pense que nous aussi, on serait là-bas, on essaierait de tout toucher. On foutrait le bordel, c'est sûr. Parce que là, comme je vous ai dit au début de l'épisode, moi, j'arrêtais pas de dire le vaisseau, il est trop beau. Genre, j'aurais eu envie, moi aussi, de toucher les écrans. Il est vraiment trop beau, ce vaisseau. C'est d'ailleurs pour ça que le jeu vidéo Star Trek Résurgence, il est aussi kiffant parce que ça nous donne la sensation de toucher à des trucs, quoi. Par exemple, Manu, il arrête pas de tricorder. Il tricorde tout ce qui passe, il tricorde. Que je peux, parce que des fois, tu peux pas sortir le putain de tricorder. Mais oui, sinon je tricorde tout le temps. Et quel kiff de faire une téléportation. Franchement, moi, je trouve que c'est génial. Mais moi, j'aime beaucoup cette scène, du coup. En plus, ça va... Du coup, on en a parlé du décalage entre les personnages. Mais ça place aussi la facilitation de l'épisode de Pike qui nous sort la réplique. Je sais que ça n'a aucun sens, mais du coup, on n'est plus à ça près, en gros. Du coup, allez-y, faites vos duos avec des gens du passé dont vous êtes totalement fanboy, pourquoi pas. On l'a pas trop dit, mais le fanboyisme, enfin le fangirlisme de Mariner sur Uhura, c'est-à-dire elle est là depuis 5 secondes à dire où est Uhura, quoi. Elle a pas le choc de l'évanouissement de Boimler, elle a l'excitation de la possibilité qui s'ouvre à elle. Qu'est-ce que je veux dire ? Oui, du coup, c'est là que les duos se forment avec facilité et avec un nouveau point. Spock fait des blagues qui sont drôles en plus, j'ai beaucoup aimé, mais fait des blagues et des sourires, quoi, qui renforcent le côté film d'horreur de la part de Boimler, ça devrait pas se passer comme ça. Ouais, et puis en plus de ça, encore une fois, ça s'inscrit, comme tu disais, dans l'arc de la saison. Par exemple, Uhura, l'épisode d'avant, justement, le point totalement. de l'épisode, c'était elle avait beaucoup trop travaillé, elle était trop fatiguée et que ça avait joué contre elle. Et là, justement, on est encore dans ça. Elle est encore en train de trop bosser. Et c'est Mariner qui va lui dire, bon, allez, maintenant, tu fais une pause, ça va aller mieux après. Et effectivement, en faisant une pause, en buvant donc les orages d'Orion, c'est ça, le cocktail. Du coup, en se détendant un peu avec Ortegas, hop, elle va trouver la solution de sa traduction, qui ne mènera à rien. Ça m'a fait rire quand même. Le fait que, oui, ils font toute une scène là-dessus, mais finalement, ça sert à rien. Ça te dit juste, attention, portail temporel, ne pas toucher, quoi. Je trouve que c'est super drôle, quoi. Mais ça sert quand même le personnage de Uhura dans cette saison. Et pareil pour, comme tu disais, Spock et sa relation avec Chapel, tout ça, ça s'imbrique super bien. Et là, pour moi, il y a quelque chose d'assez fort, c'est le truc que je disais, un des deux éléments dont je parlais tout à l'heure, ça part pas sans faire de dégâts, quoi. Parce que la relation Spock-Chapel, du coup, dans cet épisode, c'est peut-être l'élément qui va faire que la relation se dégrade. Parce que d'un côté, on a un Spock que j'ai beaucoup aimé quand ils ont cette discussion-là. On en reparlera après de la scène où il fait exploser le truc, là. Mais Spock qui dit... le point de vue de Boimler, c'est je peux pas t'influencer et du coup j'ai déjà fait parce qu'on a besoin de toi dans le futur comme t'étais. Et le point de vue de Spock, c'est en fait si je change ce que je suis maintenant, c'est déjà tu m'influences, donc c'est pas logique. Ce que je trouve très intéressant, ce qui veut dire du point de vue de Spock, c'est presque indolore. Mais du point de vue de Chapel, elle sait que ça va finir. Et du point de vue de Chapel, elle le vit beaucoup plus mal. Mais surtout parce que là quand même l'épisode il nous suggère, sans nous le dire, que finalement le voyage temporel de cet épisode fait partie du déroulement normal en fait de la trame, quoi. Pour moi, il y a un élément à la fin qui le dit, ouais. Le fait que l'origine du portail, de la découverte du portail, n'est pas changée alors que ce qu'on voit s'est changé, ça suggère qu'en fait Pike a fait que ça a déroulé normal, et donc whatever happened happened. Exactement. Et d'ailleurs c'est pour ça que Mariner elle dit au tout début de l'épisode, ce portail n'a pas eu d'activité depuis 120 ans. Et qu'on peut imaginer que Starfleet les envoie peut-être, possiblement, aller checker les trucs en sachant ce qui va se passer. Ouais, et que voilà, quoi. Ouais, ça, on a un paradoxe j'avais temporel, ça pas s'est vu ça toujours passé comme comme ça, ouais. C'est un rebrousse. Ouais, exactement. Ouais. En fait, de toute façon, si ça s'est pas passé comme ça, ça marche plus. Hein. Là, tu changes une chose, il y a un effet, forcément. Même si Lan dit qu'il le ressentirait pas beaucoup, mais dans le futur, il le ressentirait énormément. Mais ce qui est super culotté, c'est en effet, c'est d'impliquer justement l'évolution psychologique de Spock là-dedans, avec tout ce dont on a parlé tout à l'heure, le fait qu'on a tous râlé parce que c'est pas notre Spock à nous, et puis c'est finalement cet épisode-là qu'un personnage qui dit mais c'est pas mon Spock à moi, qui fait que ça redevient notre Spock à nous. Et qui vient de Lower Decks, quoi. Ouais. C'est un personnage de crossover qui entraîne ça, je trouve. Mais d'ailleurs, c'est rigolo parce que moi, en fait, Strange New World, j'avais regardé, je pense, le premier épisode.
et peut-être le deuxième il y a hyper longtemps, ou juste le premier. Enfin, bref. Et Spock, il est avec une femme vulcaine. Oui, et ils ont des relations intimes. Et en fait, j'ai arrêté l'épisode à ce moment-là. Et moi aussi, j'ai dit à mon copain, bah non, c'est pas Spock. Ah mais ça c'était canonique ça, parce que c'est dans la série originale il a une... Ouais, il m'a dit ça fiancée. aussi mon copain et j'avais quand même du mal. C'est que moi j'étais pas d'accord du fait qu'il ait des émotions et du coup qu'il puisse tomber amoureux. Donc même moi je faisais partie des gens qui disaient c'est pas mon Spock à moi, alors que pourtant j'en ai pas vu beaucoup de Strange New Worlds. Donc je fais partie de ces fans problématiques. Ça y est, je me out en tant que fan problématique. Mais ça c'est parce que moi je suis fan de TOS et j'adore Spock dans TOS. D'ailleurs je me suis fait une remarque, mais si on a un plan cette saison, Ethan Peck aura joué Spock plus longtemps officiellement que le dernier boy. C'est vrai ? Bah oui, même à partir de 5-6 saisons, il aura couvert quoi. Ah bah non, t'as parce quand que même c'est moins pas le même d'épisodes nombre par saison, c'est des saisons plus courtes. Ça se jouera à peu près à égalité, je pense. Entre ça, on mais après, il faudrait qu'il fasse plus de 7-8 films. Ouais, faut faire des films aussi, ouais. Ouais, voilà. Et là, peut-être oui, après. puis les caméos dans Next Gen, mais du coup, ouais. Non, c'est compliqué en effet, c'est compliqué. Ça se jouera à 2-3 épisodes. Et encore, ça se trouve, Ethan Peck ne sera pas dans tous les épisodes de Strange New Worlds. Parce que tu as bien vu que des fois, ici ou là, il manque un personnage. Donc ouais, ça sera peut-être égalité. En tout cas, ouais, ce qui est intéressant, comme je disais, c'est que leurs efforts ne vont mener nulle part. C'est à la fois de synthétiser du uranium pour Boimler et Spock, ou Spoimler, donc c'est comme ça qu'il s'appelait, il s'amusait à s'appeler en convention Jack Quaid et Ethan Peck avant de faire le crossover. Ou la traduction d'Ouvra, tout ça mène à des impasses, donc le portail ne peut pas fonctionner. Du coup, la scène du labo où ça explose. Oui. Il y a le dialogue que j'ai dit avec Spock, mais il y a aussi le petit... je suis très curieux de la notion de chance, de hasard en gros, de Spock, que j'ai beaucoup aimé, et derrière le plan où il fait presque Flash of Two Worlds, où tu sais, quand ça a explosé, on les voit, il y a la colonne au milieu, et ils se penchent chacun d'une... Ah oui, c'était drôle. J'ai beaucoup aimé ce plan. Ouais. C'est vrai que c'est assez marrant. Et donc, du coup, Boimler est déprimé et comme il l'a déjà dit dans Lower Decks, quand ça va mal, il va écouter le chant de distorsion du Warp Core. Et puis, je trouve c'est sympa. Et du coup, ça va l'amener à avoir une discussion avec Peliac qui va lui donner une petite idée. C'est là que le cut est super brutal entre la scène du labo et la scène de ça. Parce qu'on... en fait, on finit presque sur le visage de Boimler pour le reprendre dans une autre position, à un autre endroit. Et du coup, c'est pas naturel. Il manque un truc, quoi. Je suis assez d'accord. Ça aurait été pas mal d'avoir par exemple une scène avec Pike qui demande où ça en est par exemple pour faire passer ça un peu mieux. Et du coup ça lui donne une idée, il se dit de toute façon fuck, visiblement je retournerai jamais à mon époque, du coup fuck le futur, je vais essayer de récupérer les céréales qu'on a échangées avec les Orions parce que visiblement il y a une civilisation qui en souffre de ce manque de céréales, donc je vais essayer de rétablir les choses en volant une navette, et il tombe bien sûr sur Mariner qui l'attendait là. J'ai trouvé que la scène était super marrante et le fait aussi que Mariner elle dit non mais je vais t'aider parce que sinon tu vas te faire gauler, et en disant ça ils se font gauler par la Hann. Enfin, encore une fois j'ai trouvé que la scène était à la fois très très réaliste, la façon dont les acteurs jouaient, ils sont fantasques mais putain on y croit quoi, et en même temps ça fait Lower Decks. Moi je trouve vraiment que c'est fort. Ouais. Puis ça fait le twist sur Lower Decks avec le je me fais jamais choper, et là dans la vraie vie elle se fait choper. Parce que ça marche pas comme ça. Quand elle est en live action, elle se fait choper, ouais. Ouais. Mais après, il y a une explication potentielle à ça, on en reviendra tout à l'heure. Ah, c'est quoi cette explication ? Non, vas-y, dis-moi. La scène de fin suggère que c'est le fameux ingrédient Orion du cocktail qui donne la perception que les personnages ont de Lower Decks, du coup. Et qu'en fait, c'est parce qu'ils sont tout le temps bourrés. Ouais, donc, c'est ça. Ils sont tout le temps sous influence. Pas bête. Ceci explique peut-être pourquoi dans Lower Decks, la sécurité est un peu moindre. Ouais, et que ça chie un peu dans la colle, c'est clair. Et du coup, on a cette scène assez intéressante, j'ai trouvé, entre Mariner, Boimler et Pike, qui vont se faire un peu remonter les bretelles pour le vol de la navette, mais surtout qui leur dit arrêtez, ne faites pas ça, ne me faites pas une fête d'anniversaire. Et on a c'est un échange de dialogue vraiment intéressant où Boimler lui fait mais vous savez pas combien de temps il vous reste pour nana. Et puis Mariner qui fait à côté mais qu'est-ce que tu fais, franchement ça aussi c'était super drôle, avant que Pike leur coupe la parole en leur disant mais non mais c'est bon, je sais, je suis au courant. Mais d'ailleurs il le dit pas clairement, mais il le dit, ce qui est intéressant c'est que cette intrigue en fait du coup Léa t'as dû la voir dans le pilote de la saison 1. Puisque le fait que Pike connaît son futur, c'est un truc qui est fil rouge de la saison 1 pour lui. Et c'est réglé en saison 1, ce problème-là. Et du coup, c'est pas dans le Previously.
Et là, quand il suggère qu'il va mourir, enfin qu'il va y arriver quelque chose, pas forcément qu'il va mourir d'ailleurs, lui, il change le sujet, quoi. C'est-à-dire que en fait, c'est même pas une problématique le fait qu'il sache qu'il va mourir, et il change le sujet sur quelque chose d'autre qui fonctionne dramatiquement. Et je trouve que c'est cool de pas réinsister là-dessus, de pas faire tout tourner là-dessus, et du coup d'avoir le shift de point de vue de quoi que t'en penses toi, pense à ce que les autres pensent. Oui, et d'ailleurs, le seul autre moment où il reparle de sa mort, entre guillemets, enfin de ce qui lui arrive, il en parle à numéro 1, numéro Una, en lui disant il me ferait presque douter sur le fait qu'il m'arrive quelque chose. Et c'est un peu rigolo. Mais ça, oui, pour le coup, comme j'ai vu le pilote, je voyais à peu près de quoi il parlait. Puis j'ai vu aussi le pilote de TOS. Et bref, je l'ai vu plusieurs fois quand même, Pike. Et donc, je voyais qu'effectivement, il voulait pas en reparler et qu'on passe à autre chose. Mais après, le discours de Boimler, je sais plus si c'est au même moment, mais le discours de Boimler qui dit, vous savez... c'est bien de passer du temps avec les gens qui vous aiment, le temps qu'ils sont là. C'est à ce moment-là aussi. Je l'ai trouvé quand même vachement émouvant. Et puis du coup, ça fait écho au fait que lui, il a l'impression qu'il va plus les voir, ses copains du futur, parce qu'il pense vraiment qu'il va plus y retourner. Et je pense qu'on a ce double sens de il dit vous allez plus rester, enfin vous allez pas rester, et apparemment vous le savez, et moi je reverrai plus mes amis. Et c'est assez touchant. Je crois que c'est pas là que j'ai pleuré, mais j'ai quand même versé mes larmes. En plus, ce qui est d'autant plus fou, c'est que la situation de Pike, son destin, ils en ont rigolé dans le Vortex. Il y a eu des blagues avec ça, avec tous les gens dans le fauteuil de Pike et tout. Là, et là, ils arrivent à reprendre ça sous un tout autre ton avec les mêmes personnages, et je trouve ça très bien. Il y a eu tellement de blagues là-dessus dans South Park ou dans Les Simpsons. Oui, ils étaient obligés de la faire aussi, cette blague. Est-ce que tu as pleuré sur le moment de Una, du coup ? Oui. Ok. Moi, c'est ça qui m'a tiré des petites larmes aussi. J'ai pleuré à la fin quand on la revoit dans le casier, déjà. Mais aussi avant quand il lui dit, et puis quand ils se disent au revoir. Quand ils disent au revoir, j'ai pleuré, quoi, parce que... Ah, d'ailleurs, justement, la blague de la pin-up, forcément, en VF, ne fonctionne pas. C'est normal, c'est un double... Parce que d'abord, je regarde toujours les épisodes en VO et après, je regarde en VF. Et là, je fais l'inverse. En regardant l'épisode en VO, je me dis, mais comment ils vont traduire ça ? C'est pas possible. Ils ont pas réussi. Et en même temps, c'est normal, c'est intraduisible comme blague. Donc... Alors qu'elle est exceptionnelle en VO. Elle est super drôle, ouais. La tête de Mariner en mode, est-ce qu'on parle de la même chose en fait ? Parce que j'ai pas la ref. Alors qu'elle parle tout le temps dans des refs que les gens ont pas. Et là, c'est un truc, une ref temporelle en fait, parce que ça existe plus depuis là, du coup, j'imagine dans le futur. Elle l'a pas et sa tête est exceptionnelle. Mais c'est l'autre élément dont je parlais tout à l'heure. C'est que le destin d'Una, ce qui y arrivait à long terme, on l'avait pas. Et là, c'est vrai la réponse à son destin, bah ouais, parce que même il y avait un cliffhanger en saison 1, on se disait ça se trouve c'est comme ça qu'elle va disparaître, mais la réponse à ça, non seulement moi m'a fait un petit peu chialer, mais je m'attendais pas que ça arrive comme ça. C'est le futur, on me dit c'est bon, t'es canonique, t'es la poster girl quoi. Avec en plus le Ad Astra per Astrea qu'on nous avait lâché dans l'épisode 2. Non, ça marche super bien. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, justement, cette affiche, si quelqu'un a une bonne résolution, je veux bien le fichier, que je puisse me l'imprimer et me l'accrocher chez moi. On fait un tweet à McMahon, savoir si... ouais, je vais faire ça, t'as raison. Tout de suite après le montage du podcast, je fais ça. Et sinon, ce qui est marrant aussi, c'est on a un petit reflet avec les films Kelvin, puisqu'on a Pike qui nous explique que voilà, son anniversaire, c'est l'âge qu'il va avoir au moment où son père est mort, etc. Et donc, Kirk Kelvin, il nous avait dit ça aussi dans un film, je crois que c'était Star Trek Beyond. Oui, c'est quand il fait la tronche au début du film, ouais. Ça devient un petit peu un trope, là aussi, le côté le capitaine un peu aigri qui veut pas faire la fête avec les gens. On a déjà eu ça avec Picard au début de TNG, quand Picard était super mal écrit. Du coup, même s'il y a cette justification-là de l'âge du décès de son père, comme tu dis, on l'a déjà vu avec Kirk dans Beyond, du coup, ouais, moi je crois que là, pour de bon, t'es un peu dans la redite dans Star Trek, le cliché du capitaine qui veut pas trop fraterniser avec son équipage. Je trouve qu'on en a déjà fait pas mal de tours et à chaque fois, ça marche pas vraiment. Ouais, c'est peut-être le seul point qui m'a un peu déçu, même si après, je suis d'accord avec vous, tout le dialogue avec Boimler est super émouvant par rapport aux références, de savoir s'il va retrouver ses potes ou pas. Je suis pas d'accord avec toi, parce que pour moi, en shiftant la problématique sur ça, sur le fait que ça soit vis-à-vis de son père, et que lui-même il est pas tourné la page avec son père, ça rend le truc tellement intime que tu peux pas juger en fait, puisque c'est intime. Ouais, et du coup, tu peux juger les scénaristes quand même. Bah non, tu peux juger les scénaristes si tu veux, mais tu peux pas juger le personnage. Je trouve pas ça déconnant comme justification en fait. T'as pas comme besoin raison, de.
Oui, surtout qu'en fait, Pike, il arrête pas de fraterniser avec son équipage puisqu'il l'invite tout le temps à bouffer chez lui. Donc c'est juste là pour ce cas précis. Voilà, c'est pas son truc, quoi. Mais en tout cas, toute cette discussion, elle va amener la solution dans l'esprit de Boimler. Et cette solution, elle vient donc, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de l'Enterprise de Jonathan Archer et d'une fameuse visite au musée parce que le composant dont ils ont besoin était trouvable dans les anciens vaisseaux. Et figurez-vous que des bouts de vaisseaux des anciennes Enterprise, on les met dans les nouveaux en guise de d'hommage. On prend un petit bout du vieil Enterprise, on le casse quelque part dans le nouveau, et du coup ils vont pouvoir l'extirper et refaire fonctionner le portail. Et c'est là où effectivement il y a la scène d'adieu avec Una, où c'est très très émouvant. C'est là la scène de fanboyisme d'ailleurs de tout l'équipage. Oui, avec du coup avec bien. Uhura qui cite Hoshi et Ortega qui cite Travis. On peut pas quand même ne pas parler de Lan qui est fan des grappins du NX-01 et la tête qu'elle fait à chaque fois qu'on parle des grappins. Parce qu'il faut la voir sur sa chaise. Enfin, ils ont tous les acteurs, il n'y a pas d'acteur qui est assis dans le background, quoi. Ils jouent tous un truc spécifique et elle joue les grappins à chaque fois qu'on parle des grappins, quoi. Ouais, moi j'ai jamais trop aimé les grappins, mais... Ah non, mais les grappins, moi, avant que vous m'ayez envoyé le gif, du coup, des grappins dans Enterprise, j'imaginais même pas que c'était possible. Et je trouve ça très rigolo, du coup. Ça marche très bien. La première fois qu'il l'utilise dans Enterprise, on n'est pas au courant. Quand tu vois ça, tu dis ah bah merde. Mais oui, mais en même temps, c'est logique. Avant les tractor beam, fallait quelque chose, quoi. Oui, c'est ça, c'est pas illogique, mais... Mais non, cette scène de fanboy de tout le monde, elle est vraiment chouette parce que, du coup, ils s'en rendent compte eux-mêmes à ce moment-là, surtout même Uhura, Ortegas, etc. Ils arrêtaient pas de dire ouais, ils sont trop bizarres à nous fixer, et puis d'un coup ils se rendent compte que eux-mêmes ils parlent comme ça des autres membres des anciens équipages, et ils se rendent compte eux-mêmes qu'ils ont cette admiration pour d'autres personnes, ce qui d'ailleurs je trouve que c'est des relations très bien par rapport à des anciens membres de... Enfin, c'est mieux que d'avoir une relation avec des anciens membres de Starfleet à dire ah ouais, lui il était trop nul, j'ai pris sa place, quoi. C'est à chaque fois c'est des héros de guerre et ils sont trop contents de prendre la place de héros de guerre, et puis qui vont devenir eux aussi des super grands et puis j'aime bien aussi la motivation aussi de Boimler, enfin la façon dont il le verbalise en disant qu'il trouvait qu'au début, parce qu'au début de l'épisode il dit j'aimerais bien aller dans cette époque, blablabla, et une fois qu'il y est, il dit je regrette parce qu'en fait moi l'histoire je voulais en faire partie, quoi. En gros lui aussi il veut que d'autres personnes derrière lui le citent en héros plus tard, quoi. Et parce que si jamais ils rentrent pas dans leur époque, ils vont être obligés de rester en ermite et rester en dehors du monde. Et c'est là où Mariner elle dit non mais moi le monde je le veux, donc il n'y a pas moyen que ça arrive. Enfin, j'ai trouvé encore une fois là, ça aussi ce dialogue il est vraiment à la fois bien écrit, émouvant et drôle en même temps, quoi. C'est vraiment cet épisode est vraiment pour moi il est quasiment parfait, quoi. Il y a vraiment rien à jeter, et c'est clair que c'est le meilleur épisode de la saison, enfin de la série même de Strange New Worlds jusqu'à maintenant, quoi. Et du coup, oui, effectivement, donc là, et aussi le petit gag quand il retourne sur le Cerritos, on voit la fameuse affiche de Una, et on a un fameux clin d'œil avec Jerry O'Connell, donc qui joue le commandeur Ransom, qui dit ce numéro Una, c'est la plus sexy de toutes les numéros 1, ou je sais plus ce qu'il dit, un truc comme ça, et comme forcément dans la vie. C'est la deuxième plus sexy après lui-même, oui. donc. Ah oui, c'est vrai. Oui, du coup, c'est elle sa femme, on est d'accord. Oui, c'est sa femme dans la vraie vie, ouais. C'est super drôle, et vraiment, moi, ça, c'est vraiment, encore une fois, c'est des petits détails, mais je trouve que c'est vraiment fait correctement, quoi. D'ailleurs, au niveau détail, le poster, on le voit au tout début de l'épisode. On le voit, mais en fait, on voyait pas bien. Enfin, Ouais, on le voyait pas bien, mais j'ai vu qu'on arrivait à lire quand même la devise. Et genre, on voit qu'il y a une personne et une devise, et en fait, il le ferme hyper vite, du coup. C'est le poster de Chekhov. Ouais, mais étant donné que nous, la devise, on l'a eu, la devise d'Una, du coup, on l'a eu il y a quelques épisodes dans Strange New World. Si j'avais été assez rapide au premier visionnage, j'aurais pu me rendre compte, mais c'est là je l'ai cherché en fait au deuxième visionnage. Et du coup, qu'est-ce que vous avez pensé de la dernière scène où on voit l'équipage de Strange New Worlds en animation, parce que ils boivent de vrais orages d'Orion et ils ont cette vraie déformation de la réalité qu'a l'équipage de Lower Decks. Donc ça veut dire quand même ça m'a fait marrer quand ils se rendent compte. Ça veut dire que Mariner quand même, elle drogue tout son équipage, quoi, à leur insu. Ouais. Oui. Enfin, à leur insu, on sait pas. Hein. Ouais, ça ils sont peut-être tous conscients du truc, ils sont chauds. Hein.
Ouais, c'est vrai, peut-être. Mais en tout cas, a priori, le fait que la fédération ait découvert, enfin, se soit rapproché des Orions à un moment, ça a donné ça, quoi, l'animation. Un équipage d'alcooliques. C'est dommage, on n'aura jamais la justification dans Prodigy de pourquoi ça ressemble à ça, mais... Oh, peut-être, ils vont peut-être trouver un truc. Oh, ne parlons plus de ça, ça me rend On n'a triste. pas besoin. Non, mais alors justement, un petit aparté. J'ai lu une interview d'un des boss de la Paramount à propos de Star Trek Prodigy et il dit qu'en gros, que l'histoire de Prodigy n'est pas terminée. Voilà. Donc en gros, il cherche simplement à la revendre quelque part, mais tant qu'il y aura un repreneur qui allongera de la thune, il y aura des saisons, quoi. C'est ça qu'il faut comprendre. Ok, cool. Mais par contre, il faut qui va l'acheter, quoi. Et en gros, il y a des gens qui analysent ça en disant bah, c'est que la série, elle ne marche pas. Moi, je pense au contraire, c'est parce qu'elle marche suffisamment qu'elle est potentiellement vendable et qu'elle peut rapporter du fric en dehors de son propre catalogue et de le vendre à un tiers. Donc pour moi, c'est plutôt un signe que la série, elle a des atouts et qu'elle intéresse du monde, quoi. Donc maintenant, il faut voir les négociations. Est-ce que ça sera sur Netflix? Est-ce que ça sera sur Prime? Est-ce que ça sera sur je sais pas quoi? Je sais pas, mais en tout cas, ça devrait arriver, je pense. Sur Cuisine TV. Ouais, Paramount, ils ont coupé du coup leur section animation. J'ai vu au niveau ciné déjà. Ah oui? Ils vont plus produire d'animation. Mais il n'y a pas que Paramount, en fait. Il y a, Oui, il y en a beaucoup. Netflix, ils ont raté beaucoup. Netflix a beaucoup réduit, ouais. Mais aussi HBO Max. Ils ont viré toute leur section animation aussi. Ah ouais? Ah ouais, tout. Ok. Ah bon, d'accord. Enfin, bref. Donc, moi, j'ai juste eu pour revenir à la scène de Strange New Worlds en animation, j'ai juste été un petit peu déçu de la façon dont Pike était dessiné. Je trouvais que... Enfin, moi, je l'aurais pas dessiné comme ça. Je trouvais que les autres étaient très ressemblants dans le style de l'Holodex, sauf Pike. Et que c'est dommage parce que, tu vois, par exemple, la mâchoire, elle aurait dû être un petit peu plus carrée. La Je coupe de trouve cheveux que Pike et différente. Lan aussi, Lan, elle est un petit peu random, je trouve. Ouais, un par peu rapport random, à- ouais, je suis assez d'accord, ouais, c'est vrai. Et puis, mais son visage est peut-être un petit peu trop fin, elle a un visage un peu plus rond. Enfin, c'est des détails, hein, mais quand on a un style de dessin très simpliste comme ça, le moindre millimètre de trait qui est pas au bon endroit, bah, ça fait forcément toute la différence, quoi. Et Ouais, c'est vrai que après, c'est ça pas marche facile. bien. Enfin, moi, la scène m'a fait rire dans le truc. Oui, non, mais de toute façon, elle est bien animée, ça marche bien, les acteurs enfin, ils ont l'air de se marrer. Il y a certains acteurs, surtout celle qui double Ortegas en version française, j'ai senti qu'elle doublait pas comme d'habitude et qu'elle elle a pris un peu une voix un peu plus de dessin animé, par exemple. Enfin voilà, donc, mais la scène fonctionne très bien, c'était très drôle, et puis quand t'as le docteur qui s'énerve en se demandant putain, mais il y a quoi là-dedans? Enfin, je trouve que c'était une bonne conclusion, une bonne façon de conclure, vraiment. On n'a pas parlé de la blague de quand Boimler essaye de convaincre Pike de faire je sais plus quoi et qui lui dit vous êtes connu pour votre patience, votre je sais plus Diplomatie, votre sagesse, ouais. tout ça, Ah la oui. diplomatie. Et déjà tu vois la tête de Pike et il finit sur et vos cheveux incroyables. Et là et tu vois que ça marche. Tu vois que ça marche sur Pike, il fait ok, je suis convaincu. C'est vrai que les interactions entre Pike et Boimler, elles sont pas les plus marquantes, mais elles sont vachement efficaces. Quand, par exemple, Pike lui interdit des trucs et que Boimler, il peut pas s'empêcher enfin, il peut pas s'arrêter de parler et que Pike, il fait non, mais il continue, hein. Enfin, il y a plein de petits détails comme ça qui sont super drôles, quoi. Quelqu'un a des idées, pas vous. Ok, faire. Non, moi j'ai trop aimé plutôt du coup le moment quand il y avait Uhura avec Mariner et qu'elles sont toutes les deux et que Mariner avant qu'elle lui dise non, après qu'elle lui dise de faire une pause, Uhura elle dit je peux pas faire une pause et d'un coup Mariner elle se met à citer exactement l'article dans le règlement de Starfleet qui dit chaque membre d'équipage doit faire une pause toutes les un certain nombre de temps et qu'elle dit mais tu connais les règlements par cœur. Elle dit bah oui, dès que ça peut m'arranger. Et en fait ça nous rappelle aussi très rapidement que Mariner c'est vraiment une nerd quand même de Starfleet et que même quand elle est insubordonnée en fait c'est vraiment une nerd enfin elle aime trop Starfleet et elle connaît vraiment tout sur le bout des ongles de Starfleet. Et pareil du coup quand c'est elle qui trouve la trappe pour l'uranium, enfin pour en fait trouver l'ancien Enterprise, elle dit ah oui mais Boimler t'écoutais plus, c'était quand on était au musée et que moi je continuais Parce d'écouter qu'il était le guide. obnubilé par les grappins. Oui voilà le c'est truc. ça, il était obnubilé par les grappins et elle a écouté le guide parce qu'en fait elle aussi ça l'intéresse finalement même si elle essaie toujours de faire croire j'ai plus de souffle, même si elle essaie toujours de faire croire que ça l'intéresse pas et qu'elle s'en fiche, en fait elle est tout aussi intéressée par Starfleet que Boimler, juste pas de la même façon, enfin elle le montre pas pareil quoi. Bah, elle le montre pas, elle l'assume pas, ou je sais pas, mais en tout cas dans la réunion, à un moment donné, Boimler dit qu'ils ont été au musée tous les deux,
Et puis Marinor, elle fait oh non mais c'était nul, c'était chiant et tout. C'est un Puis musée de Boiler, elle fait, merde ah et mais tout, n'importe quoi, t'as voulu venir et tout. Enfin, donc moi j'aime bien aussi cette ambivalence du personnage, c'est assez rigolo quoi. Et regardez ce moment, quand elle dit Boimler écoutez pas parce qu'il était obnubilé par les grappins, il y a un plan sur l'âne qui est le visage fermé, qui regarde droit devant sur sa chatte. Ah, faudra que je regarde. Je vais le revoir tout de suite après. Donc en conclusion, on peut dire, est-ce que c'est le meilleur épisode de la série Strange New Worlds? Et est-ce que c'est le meilleur épisode de la série Lower Decks? Pour le Lower Decks, non, parce que franchement, Lower Decks, saison 2 et saison 3 sont exceptionnels. Mais pour Strange New World, alors c'est dur parce que c'est pas un épisode de Strange New World quand même. Enfin, c'est un mix. Mais c'est celui qui m'a fait le plus kiffer en tout cas. Et toi, Romain? Non, c'est ce que j'avais dit, je crois en intro. Non, pour moi, c'est pas le meilleur de Strange New World. C'est un très bon épisode, mais il y a des épisodes de Strange New World qui sont bien caractéristiques de la série et bien meilleurs. Par contre, ouais, très bon épisode de Star Trek tout court. Même si j'ai beaucoup aimé la dernière scène où ils sont tous en animation, mais je m'attendais à plus de scènes un peu délirantes comme ça. Moi, c'est là petite déception que j'ai, c'est qu'il n'y a pas de scène comme ça, et puis on n'a même pas vu Rutherford et Tandy en live, et ça aussi, grosse déception. Il faut bien en garder pour une autre fois. Peut-être, mais voilà, ils ont intérêt à le faire, parce que c'est pas cool, il y a quand même 4 personnages principaux dans Lower Decks, et il n'y en a que la moitié qui viennent en live dans l'épisode. Je trouve que c'est même pas sympa pour les acteurs. Un jour, ils vont nous faire un épisode de Lower Decks où ils ont plus d'alcool. Et ça va être tous en live. ça va être comme Bender quand il boit pas, il est bourré, sauf que eux ils vont finir en live action. Et toi Léa, est-ce que tu vas regarder Strange Worlds après? T'as un peu teasé ta réponse, mais En fait, je sais pas trop. Je verrai. Quand j'aurai fini Desperate Housewives, je pense, parce qu'en ce moment, je rewatch tout Desperate Housewives. Peut-être que c'est la série que je regarderai ensuite. Si vous m'assurez que c'est pas trop soap. On peut pas trop te l'assurer. Okay. Ça le reste trop parfois quand même. En vrai, je verrai. Je pense que je regarderai les 4-5 premiers épisodes, puis si j'accroche pas. Mais alors, par contre, est-ce que c'est le meilleur épisode de Lower Decks? Non. Mais il était quand même génial. Et d'habitude, quand j'attends vraiment quelque chose, et là, je l'attendais beaucoup, cet épisode crossover, j'avais vraiment très envie de les voir, ces personnages être dans un autre monde. Quand j'attends trop un truc, je me hype trop et après, je suis déçue. Et là, j'étais très hypée et j'ai pas du tout été déçue. Donc, je suis encore plus ravie de ça. C'est que vraiment, c'était vraiment un super épisode. De Star Trek en général, ouais, on ressentait bien quand même l'énergie générale de Star Trek que j'aime tant. Et voilà, non, j'étais très satisfaite. Et peut-être que je regarderai Strange New World. Ok, et si jamais c'est le cas, tu nous en parleras sur le Discord, on est quand même intéressé par tes retours. Et du coup, le fait de nous avoir parlé de Desperate Housewives, c'est une bonne transition pour la partie promo ou reco, donc j'imagine que tu nous recommandes de regarder Desperate Housewives? Je vous recommande si vous voulez du drama dans votre vie, parce que moi c'est pour ça que j'ai décidé de regarder, c'est que ma vie c'est un peu plat en ce moment, il n'y a pas assez de drama, et du coup je me suis dit quoi de mieux que de regarder des gens qui s'entretuent et se détestent mais continuent d'être amis. Donc voilà, je recommande Desperate Housewives actuellement. Et toi Manu, promo ou reco? Bonne question. Rocco, ça va être, je pense, mais je réfléchis à quoi, je pense. S'il y a la saison 5 de What We Do in the Shadows qui a commencé récemment. Oui, exceptionnel. Et c'est toujours très drôle. Ah oui, c'est toujours très drôle, c'est une des séries les plus drôles qui soit actuellement, je pense. Alors, j'ai pas commencé la dernière saison d'It's Always Sunny in Philadelphia, mais c'est de mes 2 séries favorites niveau humour, je pense. Ok, et toi Romain? Moi, ça va être une reco, et je vais vous recommander Starfleet. Mais ça n'a rien à voir avec Star Trek. Starfleet, c'est le nom d'une chanson enregistrée par Brian May, le guitariste de Queen, il y a 40 ans. Il regardait à la télé britannique une série télé avec son fils. Son fils avait 4 ans à l'époque, et il regardait une série que nous, en France, on connaît sous le nom de Bombery. Bombery, si vous ne connaissez pas, c'est une série qui était produite par Gonagai, le créateur de Goldorak, et il a fait une série en marionnette, un peu façon Thunderbirds. Et donc, Brian May regardait ça avec son fils dans les années 80, il trouvait la chanson du générique vachement bien, et il s'est dit, tiens, si j'enregistrais ma propre version de cette chanson-là avec mes potes, dont Eddie Van Halen. Et donc il sort ça en 83 en vinyle, ça n'a jamais été réédité en CD depuis 40 ans, et ça y est, là il vient de sortir un méga coffret collector dans lequel il y a la chanson remixée, il y a toutes les prises en studio, toutes les différentes prises, on les entend discuter, il y a tous les buffs qu'ils ont fait avec Eddie Van Halen à l'époque, donc voilà, c'est enfin dispo de manière légale et officielle en CD, Starfleet par Brian May. Ok, bon super.
Bah moi, ma recommandation ou ma promotion, c'est un peu les deux finalement, c'est ma bande dessinée Cadran Pop Lower Decks, parce que finalement, le procédé employé de je suis fan de personnes qui elles-mêmes sont aussi fans d'autres personnes, bah, c'était un peu ce que j'avais fait parce qu'on s'était un peu projeté. Je nous avais dessiné, nous, membres du Cadran Pop, dans une aventure avec les Lower Decks de Star Trek Lower Decks, où on enviait, enfin en tout cas mon personnage enviait un peu les missions du Cerritos qui eux-mêmes, les membres du Cerritos, ils enviaient d'autres missions. Donc il y avait un peu cette idée-là. Et donc si vous voulez lire cette bande dessinée qui a été publiée en format papier l'année dernière lors de notre événement au Club de l'Étoile, il est disponible, le PDF, entièrement gratuitement en français mais aussi en anglais, sur notre site podcast.lecadranpop.fr. Et si jamais vous cherchez vraiment et que vous ne savez pas où c'est, vous m'envoyez un petit message sur Discord ou sur Twitter. Je vous enverrai le lien et vous pourrez la lire gratuitement donc. Alors donc, ça y est. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas que si nos podcasts vous plaisent, merci donc de mettre 5 jolies étoiles et sympathiques commentaires sur les applications où vous nous écoutez. Et n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux parce que c'est ça qui va nous aider à développer le podcast. Et que vous pouvez aussi nous retrouver sur notre Discord, notre Twitter, notre Facebook et sur notre site, bien sûr, podcast.lecadranpop.fr. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et tous une longue vie et tout plein de prospérité. Salut tout le monde. Salut. Salut, gros bisous. À bientôt, salut. Program complete.